Nous voici revenus donc dans cet auditorium des Archives nationales pour la deuxième partie de cette matinée de travail qui va être consacrée à une table ronde avec comme thématique peut-on encore piloter la nature? Peut-on encore piloter la nature? C'est beau, ça résonne un peu comme un sujet du bac de philo, du genre la culture nous rend-elle plus humains, ou peut-on renoncer à la vérité, voilà. Donc peut-on encore piloter la nature? Écoutez, on va pas prendre 4 heures pour le traiter sur une copie double. Pour aller plus vite, on va se mettre à plusieurs pour traiter le sujet. Alors, Henri Olagnon, vous êtes professeur émérite à AgroParisTech. Nathalie Frascaria-Lacoste, vous êtes écologue à AgroParisTech aussi. Fanny Guillet, vous êtes sociologue au Muséum national d'histoire naturelle. Henri Olagnon, vous êtes... Éric Bruat, vous êtes le directeur de la Fédération des parcs nationaux de France. J'ai dit nationaux? Alors je voulais dire régionaux, mais nos auditeurs ont rectifié de même. Voilà, l'ambition est nationale, la couverture est nationale, et l'exemple international, planétaire. Damien Maroche, vous êtes écologue et géographe, et vous travaillez à la DREAL de Bourgogne-Franche-Comté et au laboratoire des dynamiques sociales et recomposition des espaces. J'ai tout bon? J'ai tout bon. Ok, alors, peut-on encore piloter la nature? On va faire adopter une méthode gaullienne. Vous savez, vers l'Orient compliqué, je voulais avec des idées simples. On va essayer de simplifier. On va enlever le encore. Peut-on piloter la nature? Qui parmi vous a déjà piloté la nature? Éric Bruat, vous êtes un acteur de terrain, un praticien. Vous avez un casier judiciaire dans les parcs naturels régionaux. Est-ce que dans les PNR, où on fait du développement territorial, etc., est-ce qu'on pilote la nature? Vous pouvez enlever le masque si vous le souhaitez. Alors en plus, il faut que je précise avant de prendre la parole que j'ai été directeur du parc des Vosges du Nord et stagiaire de Jean-Claude Génaud, chargé de mission de Jean-Claude Génaud, chargé de mission Natura 2000, et après aménagement du territoire et direction. Donc j'ai sévi dans un parc où la question de la naturalité, de la libre évolution était un débat permanent. Alors bien sûr qu'on peut, et dans les parcs naturels régionaux on le fait, les parcs régionaux c'est à peu près 50% de la couverture nationale des réserves qui sont dans les parcs régionaux en surface. Donc on est un acteur important, on n'est pas toujours le gestionnaire, mais les parcs en sont des gestionnaires. Donc ce débat sur le peut-on encore piloter. Un gestionnaire et un pilote, c'est pareil? Alors, c'est une question d'échelle après, j'allais y venir. Dans les espaces naturels protégés réglementairement, qui ne font pas 2% aujourd'hui en France métropolitaine, la question se pose différemment que sur le reste du territoire. Et c'est vrai que si vous voulez que j'aille sur le deuxième sujet, qui à mon avis est le sujet le plus passionnant pour nous, c'est-à-dire le reste, je pense qu'on pilote. Voilà, on a toujours piloté. C'est dans la nature, c'est dans la culture très occidentale de l'homme. On planifie. À défaut de pouvoir agir, on planifie au moins. Donc on définit des espaces. D'ailleurs, les documents d'urbanisme en sont un reflet assez illustratif, puisque vous savez qu'on zone, on donne un intitulé, et on zone un peu par défaut. Les zones N des PLU sont un peu les parties du territoire sur lesquelles on pense qu'on ne fera, enfin, à l'échelle de l'urbanisme en tout cas, on ne fera rien ou pas grand-chose. Sur laquelle on ne sait pas quoi faire. Comment? Sur laquelle on ne sait pas quoi faire. Je vous comprends. Sur laquelle on ne sait pas quoi faire. Enfin, c'est très rare les endroits où on ne fait rien. Donc on fait toujours quelque chose, mais au regard de l'urbanisme, de celui qui construit, puisqu'un document d'urbanisme est fait pour réglementer la construction, c'est un endroit où on ne sait pas trop quoi y faire, effectivement. Ou alors, disons, c'est de la forêt, ou si c'est pas de la forêt, quand c'est des zones humides, etc., on ne sait pas effectivement trop quoi y faire. Mais on lui donne une vocation, parce que moi je pense que pour l'homme occidental, cette idée de contrôle de la nature, elle le renvoie un peu face à sa propre condition. Et quand il a le sentiment d'en perdre le contrôle, ça le questionne sur son avenir. On peut l'illustrer par vous savez que les agriculteurs, ils nomment le genêt à balai la mort jaune. C'est une plante, pour eux, l'apparition du genêt, c'est la fin de l'agriculture. Donc pour eux, c'est un symbole de mort. Moi, je me souviens, chez moi, sur mon territoire, en Alsace, le forestier disait, maintenant, il a un peu changé de point de vue sur cette essence-là, mais à l'époque, le bouleau,
était considéré comme un échec de sylviculture. L'apparition du bouleau, ça veut dire que la forêt n'était plus gérée, pas suffisamment gérée. On disait le bouleau, c'est pas du bouleau. En gros, c'est les flemmards, c'est dans les forêts de flemmards que le bouleau apparaissait. Alors maintenant, on lui a donné une fonction au bouleau, puisque on a considéré qu'avec le temps, on a changé notre regard sur le bouleau. Donc c'est devenu une essence qui est intéressante et qui accompagne les autres et du coup qui aide le forestier dans son acte de sylviculture. Donc il devient utile pour l'homme et le regard de l'homme change là-dessus. Mais je pense qu'en Occident, voilà, contrairement peut-être à d'autres civilisations, eh ben, le sentiment ou pas de contrôle sur la nature, qu'on le zone ou pas, renvoie à notre propre condition. Et je pense que le gestionnaire de milieu naturel, il ne peut pas s'exclure de ça. Il est aussi influencé par sa culture et son rapport au monde. D'ailleurs, moi je disais souvent dans mon équipe, quand on panote, qu'on met un panneau de signalisation réserve naturelle, un panneau pédagogique, en général un sentier, parfois des petits aménagements pour aller voir les endroits les plus humides, on aménage aussi, quoi. Même si cette réserve est une réserve en libre évolution, on s'approprie le site et du coup on se donne à soi-même et au reste de la société un sentiment de contrôle. Donc un PNR, c'est un outil de contrôle, c'est un outil de pilotage de la nature. Alors le PNR, son action, vous savez que les PNR, on est propriétaire de 0 m² de surface, nous on n'agit pas directement sur le terrain, on essaie d'agir dans la tête des gens, quoi. On essaie d'influencer les décideurs, si vous voulez, c'est ça notre métier. Donc les pilotes. Donc les pilotes. Ouais, donc ceux qui agissent effectivement. C'est pour ça d'ailleurs que l'action des PNR n'est pas toujours comprise, parce que quand ça marche, c'est plus nous qui faisons. Voilà, ça marche en cascade. Mais effectivement, nous, on a des chartes, on a des documents de planification, si on se fixe des objectifs. Je ne peux pas dire qu'on n'est pas acteur non plus du pilotage. Mais notre métier, le premier objectif de notre métier, c'est quand même d'agir sur la tête de ceux qui pilotent. Alors, sur les grands écosystèmes, la forêt, sur les milieux agricoles, etc., on essaye d'intégrer le plus possible les enjeux de biodiversité, mais pas que, les enjeux culturels, etc., de société dans ces grands projets d'aménagement. Et du coup, c'est juste peut-être pour illustrer le mode d'action des parcs, très rapidement, les parcs se sont dit que finalement, s'ils voulaient progresser sur cette grande échelle, je parle du coup, on met de côté les 2% sur lesquels on a la capacité, enfin plus ou moins la capacité financière d'agir en tant qu'écologue, mais sur le reste du territoire, on s'est très vite rendu compte que si on voulait progresser, il fallait travailler avec des sociologues, des ethnologues, etc., pour comprendre le rapport local, pas seulement global, mais le rapport local qu'ont les gens avec l'espace et les milieux qui les entourent. Et je me souviens, nous, vous parliez des friches tout à l'heure, moi j'étais chargé mission de Natura 2000 d'un site où il y avait 5000 hectares de friches. 5000 hectares de friches, c'est juste... Vous savez, la question qu'on se pose, c'est pas tellement une question, et à ce moment-là, éthique. Quand elle est technique, on se dit 5000 hectares de friches. Enfin, déjà une friche, on ne sait pas comment la conserver, puisque a priori, elle n'a jamais eu de fonction. C'est un milieu en transition, donc elle se situe entre le milieu agricole et le milieu forestier. Donc, les gestionnaires de friches, ça n'existe pas vraiment. Il n'y a pas vraiment d'animaux qui gèrent. C'est pas un métier d'avenir, en tout cas. Voilà, c'est un milieu qui est éphémère, enfin éphémère à grande échelle, parce qu'il met quand même du temps à évoluer, mais disons, il n'a pas vocation à rester friche. Et quand vous en avez 5000 hectares et qu'on vous demande de les conserver, finalement, je me suis embarqué dans quoi? Parce que ça n'a pas tellement de sens. Donc on est quand même, nous, on a fait accepter le principe que sur ces 5000 hectares, on allait en maintenir quelques centaines dans ce stade transitoire, voilà, par un acte d'intervention un peu neuf et contemporain qui était nouveau, avec des animaux qui arrivaient à maintenir un stade d'évolution qui n'était pas tout à fait une prairie et pas tout à fait une forêt. Mais le reste, on s'est posé la question... de le faire évoluer ou non, on a choisi de le laisser évoluer, et deux, ensuite, de voir comment la société allait accepter cette décision. Et du coup, on a fait intervenir des sociologues pour qu'ils étudient la relation que les gens avaient avec ce type de milieu. C'était impressionnant, je dois dire que les études qu'on a menées étaient vraiment impressionnantes. Parce que c'est des milieux qui sont associés... au sauvage, le sauvage est associé à la perte de contrôle est associée à la délinquance. On avait parfois ce genre d'image-là. C'est des lieux de délinquance, c'est des lieux dans lesquels on n'est pas loin du champ sémantique de l'actualité. Délinquance, sauvage, on est tout près. Voilà, tout ça pour dire que la compréhension de la relation de l'homme avec ce milieu-là était, pour les gestionnaires, un élément important. Damien Marrage, dans une DREAL, on pilote la nature ? Oui, alors effectivement dans le peut-on, et c'est une question de pouvoir. Si la question avait été doit-on piloter la nature, on ça était aurait été plus un tout autre débat. C'était un peu le débat précédent, c'est le débat de la séquence tout à l'heure. Mais alors,
Peut-on. Peut-on? Donc c'est une question de pouvoir. Oui. Donc le pouvoir, c'est effectivement des règles, des normes, c'est l'administration de la nature. D'ailleurs, ça a été, c'est un terme qui a été employé hier dans les discours qu'on a entendus. C'est l'administration de la nature. Donc d'un point de vue de l'État, de la norme, il y a un pilotage de la nature. Mais c'est pas C'est le votre pilotage... métier. C'est votre métier. Ça se fait dans les DREAL. Enfin, c'est notre métier. Alors, ça se comme fait dans les PNR, ça se fait aussi dans les DREAL. j'ai cette chance d'avoir cette double casquette, c'est-à-dire j'étais moi-même gestionnaire forestier il y a très longtemps, dans un grand organisme de gestion forestière, n'est-ce pas? Et puis ensuite, je suis devenu chercheur en écologie forestière, et puis gestionnaire voilà, de politique en matière d'air protégé, par exemple à la DREAL. Et en fait, autant en tant que chercheur en écologie, je faisais des inventaires, des mesures, je quantifiais, on l'a dit, je modélisais. Voilà. Autant, et donc c'était des entités, je travaillais sur des entités tangibles, hein, voilà, que ce soit en enseignement ou en recherche. Et puis, passé à la DREAL, en fait, je me suis rendu compte que maintenant, en fait, je pilotais des moyens pour que d'autres mettent en œuvre. Donc j'étais un pilote de moyens, voilà. Mais donc, celui qui affecte les moyens, c'est celui qui prend la décision, en fait. Je contrôlais. Et quelque part, j'ai eu un sentiment fort de pouvoir, c'est-à-dire un peu des ex machina, c'est je te donne ceci, tu pourras faire cela. Vraiment, ce sentiment renforcé par le pilotage des politiques publiques liées aux moyens qui sont affectés. Mais quand vous dites ça... Je voudrais revenir juste sur oui, bien sûr, oui. L'échange qu'on a eu, le débat très passionnant et passionnel sur la libre évolution, le plan de relance qui est maintenant sur la table, eh bien, je ne sais pas si vous imaginez l'engouement qu'il y a eu de la part des gestionnaires d'aires protégées, comme les parcs, comme les conservatoires d'espaces naturels, qui se sont, je veux dire, engouffrés dans la brèche eh bien, en fait, sur la table, il nous faudrait des moyens, et ça a été abordé, hein, les questions de coûts, de budget. En fait, là, avec le plan de relance, il nous faudrait 1 million d'euros pour réouvrir toutes les pelouses. C'est ce qu'on voit dans les plans de relance qui nous ont été remontés et que nous, on a transmis à notre hiérarchie pour... Et quand vous dites je suis un pilote de moyens, vous pilotez quoi? Vous pilotez la nature ou vous pilotez des individus? Vous pilotez des humains qui ont des visions, des vues. Et est-ce que vous arbitrez entre des projets pour la nature qui peuvent être très variés? Non, je ne dirais pas ça aussi. Il y a la question de, bien sûr, il y a la norme, il y a la règle, mais il y a aussi, on pilote aussi un peu le désir ou donner l'envie à certaines structures, réserves naturelles, parcs naturels, d'aller vers telle ou telle direction. Toujours, je parle de direction, je parle de trajectoire, je parle de chemin. Ce n'est pas directement des objets concrets évidemment, je vais passer le gyrobroyeur pour... c'est pas ça, évidemment, on n'est pas ça dans les services de l'État, on ne fait plus, on fait faire. Et même on contrôle le faire. Dans l'intitulé de votre direction, une DREAL, il y a l'environnement, l'aménagement et le logement. Est-ce que la réponse à la question peut-on piloter la nature n'est pas dans l'intitulé de votre direction? Dans la même direction, on met l'aménagement, le logement et puis et l'environnement. C'est un choix de pilotage, non? Alors c'est un pilotage. Voilà, forcément, on n'a pas employé ce mot encore. C'est un peu comme hier. On en a pas. En fait, on l'a jamais dit. Mais c'était on a parlé que de ça. Du patrimoine. Le patrimoine, on n'a parlé que de ça. Et là, dire ce matin, on l'a pas dit, on l'a pas employé ce mot, mais c'est la gestion, le pilotage. On verra hein, petit à petit dans la discussion vers où ça va nous mener. Mais c'est la question des systèmes sociaux écologiques. C'est ces socio-écosystèmes. On est en plein dedans. L'estuaire de la Seine, c'est un socio-écosystème, c'est-à-dire vraiment un système écologique qui a été exploité par l'homme. Voilà, ni plus ni moins. Alors, on va se tourner vers les représentants d'AgroParisTech. Alors, et de l'Haute-Loire réunis. Est-ce qu'on peut piloter la nature avec un micro? On pilote mieux. Si vous parlez dans le micro, sinon on ne va pas vous entendre. Bon, je prends. Oula. Mais là, vous l'avez coupé. Là, vous l'avez arrêté. Pour moi, cette question,
elle me plonge dans un abîme de réflexion sur ce qu'est la nature, est-ce que vous êtes, est-ce que je suis. Pour moi, la nature, d'abord, elle se pilote toute seule. Sinon, si on s'était occupé il y a quelques millions d'années, on ne serait peut-être pas là. Donc il y a un processus évolutif, il y a une histoire du vivant, et entre la nature extérieure et la nature intérieure, je n'arrive pas à faire de séparation. Et puis plus mes interventions sont allées depuis 50 ans, moi je me suis rendu compte qu'il était légitime de couper la nature extérieure de la nature intérieure. À la fois parce que ce qui se passe dans la nature extérieure joue sur la nature intérieure, c'est pour ça que j'ai parlé de gestion du vivant et pas de la nature, mais aussi parce qu'il y a d'énormes ressources disponibles dès lors que l'homme prend conscience qu'en s'occupant de la nature extérieure, il s'occupe de sa nature intérieure. Et du coup, il y a là il y a une réflexion qui fait froid dans le dos. C'est qu'en fait, on est dans une histoire. Il y a une histoire auquel j'adhère, c'est l'histoire de la pensée universaliste, la substitution de la raison à la puissance volontaire, à la domination du tyran, entre guillemets. Ça s'est fait sur quelle base? Sur l'idée qu'on pouvait trouver des concepts, qu'on pouvait arbitrer dans son fort intérieur et en parler dans le fort extérieur. Mais on a construit un appareillage cognitif, scientifique, économique et juridique sur une base qui était que l'état de nature était stable. C'était un état autostable. Alors, pas seulement la nature naturante, mais aussi la nature agricole, rurale. Le siècle des Lumières ne s'intéressait pas à ces choses-là. C'était perdre complètement, c'était perdre le cap que de rentrer dans ces trucs-là. Il y a d'ailleurs une lettre très intéressante que m'avait donnée Jovenel quand j'étais étudiant. Il m'a montré la lettre de Kenney à Smith. Kenney, physiocrate, dit il faut qu'on comprenne mieux le système économique pour aider le roi à mieux faire fructifier la France. Et il dit je prends un modèle à 3 facteurs, la nature, le capital et le travail. Il y a Smith qui lui dit, de l'autre côté de l'Atlantique, il lui dit mais écoute, c'est très bien ça, votre projet est très bon, projet économique très bon. Par contre, votre modèle, il faut le simplifier. La nature, tant qu'on en veut, on peut la mettre de côté. Ce qui est important, c'est le capital, secondairement le travail. Donc c'est marqué, il y a cette césure est marquée dans ce qui nous constitue aujourd'hui. Et comme nous croyons que ce que nous pensons, ça existe, ce qui est une énorme erreur, on est dans un modèle où on a la théorie des catastrophes. C'est la théorie de la catastrophe mentale, c'est pas la théorie de la catastrophe dans la réalité. Vous comprenez? Je comprendrais bien, oui, c'est très clair. Donc, pour moi aujourd'hui, enfin depuis très longtemps, si vous voulez, j'ai fait de la biologie, on va faire de l'économie et des sciences politiques. Et j'étais jeune étudiant, j'étais sidéré de voir que déjà en biologie, on ne parlait pas d'écologie, alors que c'était ce qui m'intéressait. Et c'est dans les années 70, en fait. Et quand je parlais de la nature et du vivant à des économistes, ils disaient « l'oignon, tout nous emmerde ». Enfin. Et les sciences politiques disaient « écoute, il y a les agronomes pour ça ». Donc j'avais quelques doutes. Pour l'économiste ou pour le politiste, ça fait partie des aménités. Voilà, mais c'était quelque chose dont il fallait... Des externalités. Il n'était pas nécessaire de parler, même pas souhaitable de parler, parce que ça obscurcissait la pureté du discours. La capacité à utiliser ces outils. Mais ça vaut pour l'économie, ça vaut pour la science, ça vaut pour la science politique. Donc on a ce modèle universaliste qui apporte des choses et qu'il ne s'agit pas de foutre en l'air. Ce n'est pas ça du tout l'enjeu. L'enjeu, c'est de voir qu'il y a des réalités qui traversent, et c'est la nature ordinaire, si vous voulez. Il y a des réalités qui traversent toutes ces catégories. Ces réalités que j'ai appelées transappropriatives et subnormatives, elles ne sont pilotées par personne. Or, c'est la nature ordinaire, c'est la nature, si vous voulez, dans son mouvement germinatif. La nature, elle se renouvelle en permanence, c'est une mémoire active. Eh bien, ce mouvement se fait dans cette nature ordinaire qui est transappropriative et subnormative. Est-ce que à la question « peut-on piloter la nature », vous n'êtes pas en train de répondre « peut-on ignorer que la nature nous pilote » ? Alors je dirais que nous avons à copiloter le système maintenant. Nous avons à nous copiloter l'un et l'autre, nature et humanité. Voilà, il y a des choses à dire. On va y revenir. Nathalie Frascaria, votre réponse à cette question, peut-on piloter la nature ? Alors, merci beaucoup. Ce qui est d'abord très intéressant, c'est de voir qu'on fait parler les hommes d'abord, et puis les femmes ensuite, et puis les femmes qui font les SHS vraiment à la fin. Voilà, c'était une petite remarque. C'est une reconnaissance. Voilà.
Non, c'est Bon, une plaisanterie. j'en prends pour mon grade. Voilà. J'ai bien noté. Ok. En fait, il y avait une c'est dans stratégie. Il y avait une l'inconscient. stratégie là derrière. Hein. Si. Le Je voulais meilleur pour la terminer fin. par Fanny Guillet parce qu'on a eu un petit échange de mails avant cette table ronde et elle m'a fait part de sa perplexité. Je voulais voir si, à l'issue de ce premier tour de table, sa perplexité était récurrente ou bien un petit peu levée. Ok, non, mais c'était pour plaisanter. Juste pour un m'embêter, peu, quoi. Ouais. Mais bon, Ouais. pour faire passer aussi des messages. Non, la question, peut-on encore piloter la nature? Je vais être un peu comme Henri a démarré. Et puis j'avais envie de faire aussi le lien avec ce qu'on a entendu hier, notamment qu'est-ce qu'on met derrière nature, notamment qu'est-ce qu'on met derrière pilotage. Et je trouve que le mot encore, il a son sens là. Et en fonction de ce qu'on met derrière, moi j'ai envie de répondre soit non, soit oui. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. La nature, moi hier j'ai entendu Virginie Maris nous donner plein de définitions, dont une, la nature est en creux. Je trouve que c'est assez évocateur. Et donc si cette nature, c'est cette fameuse nature en creux, c'est-à-dire où, comme disait Henri, on est à distance, hein, la nature. Et d'ailleurs, quand on écoute, on est beaucoup sur cette vision des choses. La nature, c'est le monde vivant non humain. Et ben, dans ces cas-là, le pilotage va être, ce que dit Raphaël, c'est une sorte d'acte de fabrication. C'est-à-dire que comme la nature est à distance, eh ben, on peut reconstruire tous les champs de relations puisqu'elles n'existent pas. Donc on peut tout se permettre. Et dans le « encore », il y a cette idée de dire, eh ben, on va refaire et refaire et refaire, avec cette illusion d'une réversibilité possible. Et donc, tout est possible. Et là, moi, si je rentre dans cette idée-là, peut-on encore piloter la nature? J'ai envie de dire non, parce que le résultat, il n'est pas terrible. Et ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment dans ce champ-là, de voir la nature comme des blocs qu'on va déplacer. Regardez tous les aménagements. Hein. D'abord, les éléments de nature, c'est à la fin des aménagements. Tout d'un coup, on se rappelle que, ah oui, il y avait la question de cette nature. Donc, on rajoute des trucs, puis on est content. Et en fait, ça ne marche pas. Et c'est pour ça que, est-ce qu'il n'est pas, et la discussion de la table ronde hier était hyper intéressante là-dessus, est-ce qu'on ne peut pas revisiter ce qu'il y a derrière ce mot nature? Et finalement, la nature, c'est nous tous, c'est ce monde vivant dans son intégralité avec nous dedans. On n'est pas dans la nature, on est la nature. Et alors, dès lors que vous introduisez ça, ça change complètement le sens de la question. Et le pilotage devient quelque chose de beaucoup plus compliqué. Ça pose question. Voilà. Qui on pilote? Qui pilote? Qui est le pilote? Voilà. Et alors? Et donc, attendez, une fois que vous avez dit ça, on est attentif. Là, vous nous avez appâté. Votre réponse, c'est quoi? Qui est le pilote? Eh bien, justement, on est tous pilotes. On est tous. On est quand tous vous dites, à gérer des interrelations. mais quand vous dites tous, ça s'arrête où? Le vivant non humain. C'est ça. Pilote, voilà. Ça, vous ne limitez pas à l'humain. Et donc là, j'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui, on peut encore, parce que tout est à construire. Alors, c'est pas évident. Évidemment, c'est beaucoup plus simple de considérer que c'est des blocs qu'on va rajouter et puis dire, voilà, on a fait le truc. C'est toute une réflexion à prendre en compte, c'est se mettre à réfléchir collectivement, parce que comme tu le disais à juste titre, notre vision est tout à fait partielle et pas aboutie, et donc plus on sera ensemble, plus on pourra réfléchir intelligemment à comment on cultive ces interrelations. Et vraiment, la question, elle est là, c'est ça aujourd'hui qu'il faut qu'on fasse. C'est de se dire, finalement, on est dans le pétrin, ok, mais peut-être que ce pétrin, c'est aussi la façon de réfléchir à une émergence d'une autre façon de piloter, d'une autre façon de regarder le monde dans lequel on est, tous, et voilà. Mais donc, si on est tous pilotes, est-ce qu'il y a encore un pilote? Non. C'est une question que je donne souvent aux étudiants. L'ingénieur de l'écosystème, c'est qui? C'est le castor, le ver de terre ou l'homme? C'est une vraie question. Il y avait un article scientifique américain que je trouve super intéressant sur le castor qui dit, finalement, le castor, il est tous les jours sur le terrain et puis il fait toujours le même boulot. On peut lui faire confiance. Donc bon, c'est un peu la provoque, mais c'est vraiment des questions de fond. Et tant qu'on ne se les posera pas, on sera à imaginer, à supposer, et puis à constater, comme tous les collègues l'ont dit à juste titre, le désastre, quoi. Alors, Fanny Guillet,
Votre perplexité sur l'intitulé du sujet a-t-elle progressé ou bien s'est-elle un petit peu calmée? Non, bah, je constate que tout le monde a réussi à répondre quelque chose d'intéressant à cette question. Donc je comprends pas mieux la question, mais je me suis dit que moi aussi je devais quand même dire quelque chose. Donc bon, l'interprétation que j'arrive à en faire, c'est que en gros on arrive à un moment où on est dans une intensification de tous les types d'usage des sols. Donc on a 60% d'occupation du sol qui est par l'agriculture, avec une agriculture de plus en plus intensive où il y a de moins en moins de nature. 10% de villes, d'urbanisation ou d'infrastructures. Et le reste des 30%, c'est forêt et espaces naturels. Et donc je ne sais pas combien est la forêt, mais ça doit être probablement 20-25%. Et donc, en fait, de quoi on parle depuis hier matin? On parle d'à peu près 5 à 10% maximum de ce qui reste. Voilà. Et donc, pourquoi il y a besoin de piloter cette nature? C'est justement parce que tous les milieux qui sont le fruit d'une coévolution sur des temps très longs, des pratiques agricoles, des pratiques de prélèvement douce, de ressources naturelles, etc., qui existaient auparavant, n'existent plus aujourd'hui parce que ce sont des activités, notamment l'agriculture, qui ne peuvent plus économiquement poursuivre ces modèles-là. Et donc ce sont des modèles qui sont remis en place de façon un peu artificielle, on pourrait dire, par les gestionnaires de la nature. Donc je prends l'exemple des Seines qui s'achètent ses propres cheptels pour faire de l'élevage extensif, pour maintenir une certaine ouverture des milieux, et ils le font par eux-mêmes dans certaines régions, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver des agriculteurs qui ont envie de s'embêter avec un système aussi extensif, parce que économiquement, ça ne tient pas la route. Donc, ce que je veux dire, c'est que pourquoi aujourd'hui on pilote la nature, c'est parce que les autres activités humaines ne permettent plus une coévolution positive avec la nature. Le reste des activités humaines ne sont que destruction de la nature. Et donc, en fait, moi, ce qui m'interpelle un peu depuis hier matin, c'est qu'on parle, donc, dans le micro-détail de est-ce qu'il faut faire de la libre évolution, est-ce qu'il faut gérer, conserver, etc. C'est 5% de ce qui reste de nature, mais il y a un moment où, là, en fait, il y a juste 95% de l'occupation du sol, et je parle de la France métropolitaine, mais on pourrait l'étendre en tout cas à l'Europe continentale, oui. Et en fait, il me semble que c'est là où il faut un peu regagner, rentrer en interaction avec d'autres modèles productifs, de modèles d'artificialisation très fortes, très soutenus. Et en fait, le pilotage de ces 5-10%, honnêtement, que ça reparte en forêt ou que ça reste des milieux interstitiels très riches, ouverts, etc., moi, je rejoins un petit peu M. Barraud tout à l'heure. C'est un peu une question d'écologue et de quelle nature on veut. Mais l'enjeu, il me semble qu'il est beaucoup plus large sur les interactions avec tout le reste de l'occupation du sol, quoi. Alors, vous entendant et en entendant ce matin l'échange sur la libre évolution, j'avais envie de renverser la question. Peut-on ne pas piloter la nature ? En fait, globalement, le pilotage majoritaire qu'on fait de la nature, c'est juste une destruction en fait, de la nature. Donc, je comprends pas la question. En fait. Pas plus, même à l'envers. Après, j'ai beaucoup aimé le livre de Patrick Blandin qui a utilisé ce mot, mais c'est un peu une assimilation à la conservation. Enfin, je pense que c'est ça. Est-ce que c'est ça qu'on cherche à discuter? Comment on conserve la nature? Est-ce qu'on peut s'abstenir de se poser la question du pilotage de la nature? Est-ce qu'on peut l'éviter? Voilà, c'est ça que je voulais dire. Est-ce qu'on peut ne pas piloter? En éloignant dans le micro, mais en le laissant sur la table. Oui. J'ai reçu un message affolé tout à l'heure. Il va me casser le micro. Vous pouvez enlever le masque si vous voulez. Bas les masques. C'est très compliqué tout ça. Oui. Oui, pour moi, ça ne serait pas durable. Enfin, durable au niveau du temps de la nature. Pourquoi? Ce ne sera pas durable pour nous, oui. Pas pour la nature. Pourquoi? Il ne fait aucun souci pour la nature. Ça... Si vous voulez, on voit qu'il y a eu... Dans le micro. Il y a eu plusieurs catastrophes écologiques, des chutes de biodiversité, c'est toujours remonté. Ce ne sera pas la même biodiversité, nous on ne sera plus là. Donc la question, elle est
Elle est nous, qu'est-ce qu'on veut dans notre rapport à nous-mêmes et à la nature, qu'est-ce qu'on veut, quels sont nos projets. Est-ce qu'on est en train de répondre que le pilotage de la nature, il n'existe que dans l'intérêt de notre propre pérennité? Alors, le terme d'intérêt, si vous voulez, me gêne un peu parce que c'est très connoté. Ou non, dans l'objectif de notre propre pérennité, notre propre... Si vous voulez, je vais peut-être partir d'une autre façon. Moi, au début, je voulais gérer la nature. Enfin, je me posais la question de la gestion de la nature il y a 40 ans, parce que je voyais dans la question écologique une poudrière. Donc, j'ai travaillé là-dessus. J'ai voulu faire une thèse en sortant de la fac. Ça ne passait pas du tout, parce que ça n'avait pas de sens. Quand on parle de pluridisciplinarité, c'est du vent. Quand vous commencez à croiser des trucs, vous êtes illégitime par personne. Donc je suis parti sur un problème, qui était la dégradation des eaux souterraines en Alsace. C'était une très grosse stock d'eau qui apparemment est excellent, mais qui se dégrade discrètement. Et il y a un gars qui était un chef de service, qui s'appelait Gendrin, qui a dit « scrognonieux, c'est pas bon ». Et donc il a essayé de poser la question. Et ça nous a permis de comprendre tout un tas de choses. D'abord qu'on était dans des problèmes qui étaient intrinsèquement complexes et multi-acteurs, qui n'étaient pas réductibles aux procédures de pensée mono-acteurs de l'administration, de la décision publique. Donc c'était des problèmes dans lesquels des acteurs étaient en interaction, qui était une interaction très ouverte. Et la question, quelle était l'interaction qu'il fallait prendre de façon suffisante pour qu'elle soit légitime et pertinente. Je dis bien suffisante. Ce n'est pas des critères qui vous tombent sur la figure. C'est une appréciation artistique des acteurs qui sont concernés. Vous voyez, c'est ça qui est important. Ça nous renvoie à nous-mêmes. Moi, je vois... Donc, j'ai proposé d'abord qu'il y avait une première mutation. C'était une mutation stratégique. Il fallait qu'on prenne conscience de nos formes de problèmes. Et nous avons privilégié dans notre modernité les problèmes monoacteurs ou les problèmes biacteurs. Monoacteur, je suis chez moi, je me démerde tout seul. Ou biacteur, je passe contrat avec les autres, des contrats qu'on peut signer chez un notaire. Tout le reste, ça n'existe pas. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas dans les faits. Ça n'est pas investi, ça n'est pas construit, c'est vide. Autrefois, ce n'était pas ça, il y a 3 siècles. Il y avait une sorte d'organisation. J'ai vu à Josier des gens qui géraient la montagne. J'étais sur le cul de voir que des populations pouvaient piloter autant qu'ils pouvaient le risque d'une certaine façon, tel qu'ils pouvaient vivre dans ces montagnes, si vous voulez. Donc, il y avait autrefois des réponses complexes et multi-acteurs à des problèmes complexes et multi-acteurs. Et aujourd'hui, c'est notre question. Est-ce qu'on est capable d'avoir cette stratégie qui va dire j'ai des problèmes mono-acteurs, j'ai des problèmes biacteurs et j'ai des problèmes polyaliques, si vous voulez, multi-acteurs? Eh bien, comment nous faisons cette mutation stratégique pour permettre la mutation de la réponse à apporter? Éric Bruyas, vous souhaitiez intervenir là-dessus? Non, mais c'est exactement ça, Monsieur Olagnon. Je crois que vous le dites de manière beaucoup plus claire que je pourrais le dire. C'est là où ça va se jouer. Et c'est vrai que moi, je comprends bien le malaise de Mme Guillet par rapport à la question qui a été posée. J'ai ressenti le même, mais comme moi, je suis un gestionnaire ou représentant de gestionnaire, je suis bien obligé de me dire, quand je vais dans une mairie, discuter d'aménagement du territoire avec des élus, des représentants des acteurs, à un moment, il faut qu'on discute concret, quoi. Donc, c'est sans doute pas un pilotage, mais l'homme a le sentiment de pilotage. Et ce sentiment de pilotage, on ne peut pas l'ignorer. On ne peut pas juste le balayer d'un revers de la main en disant ça n'existe pas, on coexiste, on va coévoluer ensemble, etc. Parce que sinon, on met les gens en situation de décider face à un vide ingérable, quoi. Donc nous, on est bien dans l'obligation de donner des éléments tangibles pour décider, pour faire des choix. Et ces choix... moi, je suis plutôt de l'école, comme je vous le disais, j'essaye en tout cas d'être modeste par rapport à tout ça, parce qu'effectivement, la nature, c'est nous, on en est totalement... J'ai bien aimé quand il a été dit que finalement, on se concentre sur le visible. Même les écologues, d'ailleurs, se concentrent sur le visible. Quand on parle de biodiversité, on parle de biodiversité visible, on parle rarement de l'invisible. Il suffit de parler du monde microbien, etc. D'ailleurs, aujourd'hui, il nous pète un peu à la figure l'invisible. Mais il suffit, quand on parle de tout ça... Rassurez-vous, on va y venir. Voilà, mais même les écologues, on a eu des débats sans fin. Quand ils disaient une prairie, c'est beaucoup plus riche qu'une forêt. Mais comment peut-on ériger ça en principe? Ça ne veut absolument rien dire. On connaît infiniment moins que ce qu'on connaît. Donc, en matière d'écologie, il faut être extrêmement modeste. Et d'ailleurs, ceux qui manquent de modestie s'en mordent souvent les doigts. Mais quand on est face à une obligation d'avancer, et l'homme... il avance, il se modernise et il avance. Et demain, le grand challenge, c'est qu'il se modernise en laissant plus de place à la nature, pour lui d'abord, parce que je suis d'accord avec ce qui a été dit, pas pour la nature elle-même. Il n'y a pas un grand dessein de la nature à côté de l'homme, elle se fixe ses objectifs et puis elle va... Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Je veux dire, tout ça est très spontané, voilà. Donc, mais on est bien obligé d'objectiver les choses. Et même si ce n'est qu'un sentiment... et si ce n'est pas une réalité, si c'est très fictif, on est bien obligé de le poser sur des cartes, sur des plans, et de se fixer collectivement des objectifs. Et là où ça devient intéressant, c'est quand effectivement cette discussion devient multi-acteur.
c'est là où ça prend effectivement tout son sens, quoi. C'est pas quand vous êtes sur un milieu où un seul acteur agit et puis il va débattre dans un cercle très restreint de la pertinence ou non, de laisser évoluer, pas évoluer, tout ça est très intéressant, mais comme vous l'avez dit, ça représente 2% du territoire, c'est pas, voilà, aujourd'hui, l'enjeu, il est plus là, l'enjeu, il est sur tout le reste, où la biodiversité s'effondre. Enfin, je veux dire, parlons quand même de choses qui sont inquiétantes. Je me faisais encore la réflexion, je crois que ça a été démontré d'ailleurs par des écologues suisses ou allemands. En plein été, vous traversez la France à voiture, vous ne lavez pas votre pare-brise, ni à l'arrivée, ni au retour chez vous, quoi. Avant, je me souvenais avec mes parents, on était obligés à chaque plein, sinon on ne voyait plus à travers. C'est quand même des choses extrêmement inquiétantes, quoi, qui sont du coup beaucoup moins visibles que les espèces sur lesquelles on se concentre quand on est dans une réserve naturelle. Et donc c'est bien de ça, en raisonnement multi-acteurs, qu'on est obligé de discuter quand on est gestionnaire. Oui, Fanny. Je voulais réagir aussi dans le prolongement du problème qu'a posé M. Olagnon sur le fait qu'on est face à des problèmes complexes multi-acteurs. En fait, je voulais dire là-dessus que ça correspond à une évolution générale de la position de l'État et de la façon dont il gère. Donc c'est vrai qu'il y a 50, 60 ans, on était globalement dans un modèle bureaucratique avec un droit assez simple, applicable, avec une égalité de traitement un peu partout. Et on a évolué vers ce qu'on appelle l'action publique, qui est là pour gérer des problèmes complexes et qui donc est très ouverte justement à ces systèmes multi-acteurs, donc qui passent par des processus de concertation où les parties prenantes sont intégrées pour produire également des normes, etc. Mais ça fait que, en fait, il n'y a plus d'arbitrage fort. Ça fait que tout le monde négocie et que quand on essaye de faire des lois sur la biodiversité, etc., ou les lois Grenelle, voilà, c'est là où il y a eu la mise en place officielle et beaucoup promue de gouvernance à 5, mais qui résulte sur des apparentes avancées et qui derrière sont détricotées par tout un tas de décrets parce que les parties prenantes sont là pour garder aussi leurs intérêts. Et donc, ce que je veux dire, en gros... Vous ne pensez évidemment pas à un fait d'actualité récente. Ah, mais je peux vous en donner des tonnes, ça se passe tous les jours, en fait. Hier, il y a eu des juristes qui sont venus en parler, Marc Lucas en a un peu parlé. Ce que je veux dire, c'est qu'on est complètement dans ce modèle d'action publique qui est là pour gérer des systèmes... Des problèmes complexes et offrir un cadre pour que négocient les différents acteurs. Le problème, c'est que ce cadre-là, offert dans un contexte où il y a quand même une hiérarchie des préoccupations, donc l'économique d'abord et l'environnement après, ça fait que la négociation souvent penche vers le plus fort, qui reste le développement économique. C'est vrai ça, Damien Marrage, dans l'aide réelle, on se pose toujours, donc au plus près du terrain, j'allais dire, prioritairement la question économique avant de se poser d'autres types de questions et d'autres objectifs de pilotage, entre guillemets. C'est vrai qu'en termes d'action publique, je rejoins ce qu'a dit Fanny, c'est-à-dire, effectivement, on est passé d'un monde, et les travaux dans l'année l'ont bien montré aussi, c'est-à-dire on est passé d'un monde où l'autorité publique, il y avait une chaîne de causalité très simple, il y avait un besoin, on étudiait, on faisait un diagnostic, il y avait une réponse et on mettait en œuvre. C'était très linéaire. On est passé effectivement à des modèles multi-acteurs complexes où, autour de la table, on réunit l'ensemble des acteurs. Maintenant, là je m'inscris un peu en faux, c'est-à-dire que aujourd'hui, l'autorité publique, elle est toujours très bien incarnée. Je peux vous dire que les décisions, elles sont aux mains des préfets. Elles sont aux mains des préfets. Les préfets, ils décident de manière, on peut le dire, autoritaire, au sens où ils sont dépositaires de l'autorité publique. Voilà. Et dans la pesée des intérêts, entre des intérêts, évidemment, on en revient toujours, des intérêts privés ou des intérêts ou l'intérêt général, le poids économique est quand même, voilà, sans trahir le secret professionnel, mais il est toujours mis en avant. D'où le développement ces 15 dernières années, évidemment, de la question des services écosystémiques. Notre seul outil actuellement, c'est quoi mon métier? C'est faire des notes à des préfets
pour les mettre en capacité d'arbitrage. Donc les seuls arguments, on ne peut pas dire la nature, monsieur le préfet, la nature, elle est belle, la nature, elle est sensible, regardez, il faut... Non, non. Ça va pas Moi, suffire. j'écris ça, Ça va pas suffire, oui. déjà, ça va coincer à un moment. Je sens que ça ne va pas remonter jusqu'au préfet. Et pour votre carrière, c'est pas top. Donc les seuls arguments que je peux avancer, c'est la nature est utile, elle rend des services, elle est là pour limiter les inondations, les zones humides sont là comme leur rôle épurateur en termes de pollution diffuse. Voilà, c'est les seuls arguments, en tout cas dans les services de l'État, que l'on peut mettre en avant et faire pencher la balance en faveur de projets plus vertueux. Nathalie Frascaria, est-ce que on peut déduire de ce qui vient d'être dit que le pilotage est toujours plus ou moins économique et que deux, il est toujours plus ou moins anthropocentré, c'est-à-dire on a du mal à dire à un préfet que la nature a sa valeur pour elle-même, autre qu'une valeur économique. Est-ce que c'est et troisième question et corollaire, est-ce que c'est aussi une question de pas de temps, d'échelle de temps? Le préfet, sa durée de vie dans sa préfecture, elle est de 2 ans et demi, 3 ans en moyenne, je pense. Est-ce qu'on peut piloter à cette échelle de temps-là? Et puis un problème de formation aussi. C'est des gens qui ont des formations qui ne sont absolument pas adaptées aux métiers vers lesquels ils sont dans ce type de décision. Oui, non, mais c'est complètement vrai. Tout est complètement fou, tout est construit de façon déjà, et comme disait Marthe Lucas hier à juste titre, tout notre système d'évaluation environnementale, c'est quand on a pris la décision qu'on allait impacter. Donc tout est biaisé. Donc on est dans un système de dingue où on essaye à minima, et par des astuces, Damien vient d'en parler, pour essayer de sortir un peu cette nature qui va être maltraitée. Donc on est dans un système complètement fou. Et à un moment donné, on a envie de dire, mais est-ce qu'il ne faut pas en sortir, quoi, revisiter les choses? Et je pense que les gestionnaires de terrain, ils sont dans cette réflexion-là tous les jours, parce que c'est extrêmement douloureux, parce que c'est extrêmement difficile. Je me souviens, je suis allée visiter, j'ai eu la chance de visiter avant qu'elle soit mise en service, la LGV Poitiers-Bordeaux. Et on m'a montré, c'était toute la préoccupation des mesures compensatoires liées aux impacts. Et il y avait des gestionnaires qui étaient là, qui ont dit, venez voir, on a créé des mares temporaires, venez voir ce qu'il y a dans nos mares temporaires. Et dans ces mares temporaires, donc, qui étaient vouées à disparaître, eh bien, il y avait des espèces menacées, et les gens disaient, mais on va être obligé de compenser 2 fois. 2 fois. Et donc, c'est des systèmes de fous. Et donc, le gestionnaire dit, mais comment j'en sors? Moi, j'ai pas envie, mais sauf que je suis dans une démarche, voilà. Et c'est pour ça que je dis, à un moment donné, est-ce qu'on ne peut pas collectivement, et je pense qu'il y a des émanations de gens qui essayent de réfléchir collectivement à comment on en sort, une autre façon de voir les choses. Au lieu de dire la nature c'est un risque, la nature c'est peut-être quelque chose d'intéressant, c'est peut-être quelque chose... Voilà. C'est une autre façon. Mais on est dans un système tellement contraint, et comme disait Fanny, de plus en plus compliqué, avec des décrets, des choses, et que même les gestionnaires ils disent on n'en peut plus, quoi. On est dans un système qui est à bout de souffle. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas un moment où on peut dire, bon, on s'arrête et on regarde et on essaye d'analyser et de se dire, de se nourrir de ces expériences, de se nourrir d'apprentissage. C'est clair qu'on est face à un ensemble d'incertitudes, qu'on constate tous les jours que ça ne va pas bien. Bah, on s'arrête et on prend le temps de... Et ça, non, parce qu'on est, voilà, c'est l'économie. Si on s'arrête, si on attend, bah voilà. Très bien. J'entends bien. Non, gardez le micro. On est dans un système qui est à bout de souffle. Et vous dites, il faut qu'on s'arrête, qu'on réfléchisse 5 minutes. Hein, bon, ok. Et un système de substitution qui serait plus efficient ou vertueux, pour vous, il ressemblerait à quoi? C'est de réfléchir d'abord collectivement. Parce que je pense qu'il y a besoin, enfin, tous les gens de terrain, ils ont cette expérience, ils ont cette vision. C'est peut-être de se dire, tiens, ma mare temporaire, j'ai les espèces que je cherche, ben, je la stabilise. Enfin, du bon sens, quoi. Mettre du bon sens derrière toutes des actions. Je ne suis pas sur le terrain, mais tous ces collègues sur le terrain ont plein d'expériences et plein de choses.
Voilà, c'est peut-être faire évoluer le droit, c'est peut-être faire évoluer les pratiques, c'est faire évoluer, voilà, donner de la souplesse à un système. On va se tromper, mais c'est pas grave, c'est commencer à imaginer autrement. Ok, alors là, tout le monde a demandé la parole. Donc, dans l'ordre chronologique, Henri Olagnon, puis Hervé Marrage, puis Éric Bruat. Et je suis désolé, on va encore terminer par une dame, mais ça sera Fanny Guillet. Alors allons-y. Commençons par Fanny. Merci beaucoup, Monsieur Gagnon. Non, je voulais juste réagir à la remarque de Nathalie qui nous invite à nous arrêter, à réfléchir. Moi, je m'inscris un peu en faux par rapport à cette lecture-là. Je pense que, bon, d'une part, on s'est arrêté de manière complètement inédite cette année. On a été tous confinés. Et qu'est-ce qu'a fait le gouvernement pendant ce temps-là? Le 8 avril, a passé un décret de droit de dérogation pour les préfets, qui, donc encore une fois, le préfet est censé assurer la cohérence des politiques publiques, mais comme l'a témoigné Damien, en fait, il a une grille de lecture qui fait qu'il y a une hiérarchie dans les Donc clairement, pour être complet, on a donné au préfet le droit de déroger au droit de l'environnement. Ouais, il y a plusieurs catégories, mais le droit de l'environnement fait partie. Pour des motifs locaux, d'intérêt général, etc. L'intérêt général étant généralement apprécié avec un regard d'économiste. Voilà, tout à fait. Donc ça appuie en Enfin, fait d'économiste. la grille de lecture du préfet dont vient de nous parler Damien. Et donc l'autre point que je voulais dire pour répondre à Nathalie, c'est que en fait toutes les solutions sont sur la table. On a l'IPBES qui a fait un rapport très complet. Au niveau français, on a la stratégie biodiversité. Il y a eu le plan biodiversité ensuite en 2018. Au niveau de l'agriculture, il y a plusieurs rapports qui ont montré qu'on pouvait changer de modèle et nourrir la planète. Enfin voilà, les solutions sont sur la table. Maintenant, en fait, c'est les verrous, les inerties et les rapports de pouvoir en fait qui font qu'on n'arrive pas à passer à la mise en œuvre. Oui, allez-y. Je pense que c'est pas que ça. Je pense que c'est parce que des actions, il y en a plein. Je pense que c'est aussi la façon dont on se représente ce lien à cette nature dont on parle. Le fait qu'on est dedans. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas là-dedans et donc qui ont plein de propositions, mais qui ne sont pas nécessairement les bonnes propositions. Donc je pense qu'il n'y a pas que ça. Je suis d'accord avec toi qu'il y a plein de choses sur la table, mais il y a aussi, et c'est un exercice difficile, de se dire qu'on est dedans au même titre que les autres. Et quand tu vois tous les aménagements, comment on est en train de construire les villes avec voilà, les infrastructures vertes, enfin c'est des termes, on ne sait pas d'où ils viennent, voilà, où on va placer des machins, puis on dit, mais voilà, on a fait des trucs. Moi, je pense qu'au-delà de ça, c'est vraiment un changement de paradigme, mais qui est difficile. Et alors peut-être particulièrement dans nos sociétés, mais de cette reconnaissance-là. Et ça, on en est hyper loin. On en est hyper loin. Henri Olagnon, en allumant le micro, en parlant dedans et sans le casser. Tu as parlé de changement de paradigme, je crois que c'est bien le cas du sujet. D'abord, s'agissant des préfets, moi j'en ai eu un certain nombre dans mes interventions, dont la question des ours, récemment le barrage de Sivins et bien d'autres, sur des questions nucléaires et autres. Et je pense qu'il y a, je dirais, il y a le préfet institutionnel et le préfet humain, le personnel. Ils se rejoignent quand il y a une crise très violente. Mais après, c'est aléatoire. Vous tombez sur des préfets qui vous aident et puis d'autres qui ne vous aident pas. Donc il y a des hommes, et c'est très bien. Qui ont un peu plus de connaissance du vivant, ce serait pas mal. Mais il faudrait qu'ils passent par AgroParisTech avant de faire l'ENA. Non, il vaut mieux qu'on en fasse partout, qu'on étudie le vivant en formation, en connaissance initiale. Pour moi, en fait, je vois trois niveaux de changement de paradigme. Le premier, d'abord, c'est comment on regarde la nature, dans la mesure où c'est une réalité complexe qui s'intègre dans des entités. Il y a un élément essentiel qui est l'émergence. La nature, elle a des propriétés globales émergentes, que moi j'appelle les qualités. Et ces qualités émergent dans des entités qui sont multiples, qui sont de tout un tas d'ordres qu'on ne peut pas prévoir par avance, il faut les observer. Enfin, il faut de l'intelligence pour les comprendre. Donc il y a l'écologie naturelle, l'écologie du vivant, de la nature. Il y a un deuxième point qui est l'écologie politique. Alors là, il y a un gros problème. C'est que pour se représenter ces interactions, il y a un outil qui est le système. Le système qui est un très bon outil, mais dont on a fait un usage assez contondant.
il y a des gens qui ont cru que le système existait en soi. D'autres qui pensent qu'il n'est que dans la tête des gens. Or, moi, j'ai une approche stratégique du système. Il n'y a de système que parce qu'il y a un acteur qui a un problème et qui va se représenter ce problème pour le résoudre. Donc, c'est des boucles systémiques, et chacun a sa boucle systémique. Et on le voit très bien dans les situations d'intervention. Donc, a-t-on un accord entre les boucles systémiques quand il y a un problème? Ce n'est pas du tout évident. Donc, premier point, il y a la nature. Deuxième point, il y a l'écologie politique qui amène à avoir des outils politiques qui permettent de discuter avec tout le monde, il n'y a pas seulement à l'ENA, enfin, pas seulement à l'agro, à l'ENA, mais aussi dans les écoles de campagne, autour des lieux où se passent les choses. Et un dernier point, l'expérience m'a montré que j'avais proposé, j'en faisais un peu ma thèse, ça a été un bidon complet en 75, la notion de patrimoine. J'avais dit, bon, en fait, notre problème, c'est l'état de la nature. On a construit une société d'utilité, publique ou privée, en considérant que l'état de la nature allait de soi. Bon, l'état de la nature se casse la gueule. Et je me suis dit, cet état de la nature, il n'existe que s'il est pris en charge dynamiquement. L'homme n'y intervient que s'il y a une prise en charge dynamique. Donc si ça passe par lui, par ses tripes, par son désir, la conscience de sa responsabilité, la conscience de ses capacités. Donc ça passe par la personne. La personne, ce n'est pas un gars lambda, c'est le lieu de la dynamique de la nature. C'est très important ce que je dis pour moi. Bien sûr, oui. Et donc, j'ai besoin d'aller voir la personne et voir comment il gère son ontosphère, qui est l'équivalent de la biosphère, si vous voulez. Eh bien, il y a un outil qui m'est paru très bien. J'ai demandé à Jean-Pierre Vaux, qui est décédé maintenant, qui était professeur de droit ancien, je lui ai dit comment on parle dans le droit ancien de la prise en charge de l'état de nature. Il m'a dit, il y a peut-être un truc qui s'appelle la notion de patrimoine. J'avais aucune idée positive pour cette approche. Ça me paraissait un peu pétainiste sur les bords. Puis patrimoine, et j'ai heureusement sorti vite le matrimoine, parce que le patrimoine, c'est ce qui protège l'État, et le matrimoine, c'est ce qui permet l'accouchement de l'État. Donc, on peut s'entendre. Donc, la notion, j'ai exploré cette notion de patrimoine, c'est ce que j'ai défini comme l'ensemble des éléments en interaction qui forment autour d'un titulaire qui concourt à maintenir son identité et son autonomie par adaptation dans un univers évolutif. Donc, c'est une conception stratégique. Et là, ce qui est apparu, c'est qu'il y avait il n'y avait pas de patrimoine sans objet patrimonialisé et sans titulaire. Et il y avait plusieurs types de titulaires possibles. Alors voilà. Il y avait les titulaires individuels, les titulaires collectifs et les titulaires communs. Et ça n'avait strictement rien à voir. Et toute l'histoire de la pensée théologique et politique dans les longs siècles tournait autour de ces trucs-là, en fait. Alors je donne un exemple à mes élèves. Je peux aller de Paris à Lyon en vélo. En vélo, oui, je m'achète un vélo, je pédale. Toute la société va protéger la propriété du vélo, donc je ne me fais pas trop de soucis. Le vecteur vitesse dépend de moi, enfin, jusqu'à présent. Bon. En fait, je suis un peu feignant. La SNCF s'est rendu compte qu'il y avait un marché, elle a ouvert un TGV. Le TGV, ça va à toute vitesse. Il y a un mécanicien qui est maître du vecteur vitesse. En fait, il est collié avec tous les acteurs de la SNCF. C'est de la gestion collective. C'est-à-dire, il y a un seul acteur collé, si vous voulez. Bon, ça, c'est le modèle qu'on a dans nos têtes. Un jour, la SNCF se rend compte que je fais du gras, donc je n'ai pas le temps de faire du sport, puis je n'ai pas eu envie. L'énergie coûte cher, donc il y a un gars qui fume un peu, je ne sais pas quel produit, et qui dit, moi je vous propose de mettre des pédales dans chaque siège du TGV, et on va faire des concours. Et on va faire pédaler les gens, on va transformer le TGV en tandem à grande vitesse. Bien sûr, on le fera sur le mode libre. Eh bien, le vecteur vitesse n'a pas du tout le même sens. C'est la résultante effectivement négociée de un acteur en action. Et chacun des acteurs est micro-macro-acteur. Est-ce que j'arriverai à Lyon à temps, et est-ce que j'ai envie de pédaler dans cette côte? Et si vous déstabilisez les structures de propriété, de responsabilité, le vecteur vitesse se casse la figure. Donc, si vous voulez, j'ai proposé la notion de patrimoine commun, que j'ai ensuite approfondi par patrimoine commun local d'intérêt général, comme cet objet curieux qui est par lequel les acteurs, dans l'entité où ça convient, ont décidé de prendre en charge l'état de nature, parce que ça leur paraît important pour eux et pour tout un tas d'autres raisons, et ils vont s'entendre entre eux. Ils vont être micro-macro-acteurs ensemble par rapport à ce sujet-là, en sollicitant les acteurs, tous les niveaux de concernement, du local jusqu'au mondial. C'est-à-dire qu'on va solliciter l'universel localement. L'universel est local, il n'est pas dans la planète, il est une composition d'universels locaux. Et on va faire un territoire d'intermédiation autour de l'objet naturel à gérer. Enfin, j'aime pas le terme d'objet, de nature à gérer. Eh bien, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des ressources humaines extrêmement puissantes si on accepte cette mutation patrimoniale. Le passage d'un patrimoine individuel au collectif à un passage individuel, collectif et commun.
Et pour ça, par contre, il y a des adaptations. On sait maintenant qu'il y a des conditions dont on peut peut-être parler après. Alors oui, on y reviendra parce qu'il y a une question sous-jacente là qui me brûle les lèvres, mais ça fait un petit moment que Damien Marage et Eric Brua ont demandé la parole. Allons-y, Damien. Oui, alors pour réagir d'abord sur ces questions de la vitesse, c'est une très bonne transition, pas une transition de phase, hein, une vraie transition. C'est vrai que, je me rappelle, Philippe Saint-Marc, dans un ouvrage très ancien, disait que la question de alors il parlait de protection de la nature, hein, pas de pilotage là, mais bon, protection de la nature, c'était une question de vitesse. Si on décélère, c'est une question de temporalité. Et on pense souvent, on ne raisonne jamais l'aménagement du territoire en termes de temporalité. On raisonne l'aménagement du territoire, bon géographe, par les espaces. Et on zone. Toi, tu seras une réserve biologique intégrale, toi, tu seras une zone portuaire, toi, tu seras, voilà, on cadastre, on met des règles, mais on ne raisonne jamais en termes d'aménagement temporel. Et on le sait aujourd'hui, nos systèmes, nos socio-écosystèmes, c'est des dynamiques. Il y a des changements, il y a des flux de matière et d'énergie, hein, entre la ripisylve de la Seine, la grande culture, il y a quand même des flux de matière et d'énergie. Hein. On a beau mettre des traits sur une carte, il y a des flux de matière et d'énergie, c'est un fait. D'ailleurs, dans un document d'urbanisme, il n'y a pas d'échelle de temps différentielle. On fait un PLUI, il est valable 15 ans, jusqu'à ce qu'on le refasse, voilà. et on bouge tout en même temps. On ne dit pas qu'il y a des zones qui doivent être pour 3 siècles sanctuarisées d'une façon ou d'une autre, etc. C'est ce que j'ai découvert, par exemple, tout naïvement, je dirais, quand je suis arrivé dans ce service déconcentré de l'État, me dire, mais les mesures compensatoires que l'on met en œuvre, parce que j'étais chargé de faire des arrêtés pour dérogation à la destruction d'espèces, et donc avec des mesures compensatoires, mais je dis, mais attends, pétitionnaire, mais c'est pas ad vitam aeternam, les mesures compensatoires? Ben non, c'est pour 5 ans, c'est pour 30 ans, et après, c'est fini. Et pendant, on oublie parfois de vérifier. Voilà, en tant que ingénieur, hein, bon, c'est tout, c'est comme ça, hein, moi c'est les règles, je ne peux pas aller au-delà du droit. Mais j'ai été extrêmement choqué. Pour moi, c'était une mesure compensatoire, on recréait une mare, on mettait en place même un îlot de sénescence, mais ce n'était pas pour ad vitam aeternam. C'était dans le contrat qui lie la société, d'accord, et le pétitionnaire, c'était 30 ans. Après, on verra bien. Ce sera peut-être plus moi, ce sera une autre société, parce que je serai racheté entre-temps par une autre société, donc ce sera un autre légataire. Mais ça, c'est très surprenant. Cette question de la temporalité, est-ce qu'elle est prise en compte dans votre niveau d'administration? Je veux dire, dans les notes au préfet que vous faites, est-ce que vous arrivez est-ce qu'il y a un moyen de faire entendre à un préfet normalement constitué, un préfet réglementaire, que le temps long doit être pris en compte dans les décisions publiques? C'est pas tout à fait comme ça que je poserai la problématique. Aujourd'hui, dans notre administration, Christian Barthaud pourrait en parler bien mieux que moi, c'est un grand technocrate. Hein, il le revendique hautement, donc on va lui accorder ce... Moi, je suis un petit technocrate, et je n'ai pas envie d'y rester. C'est simplement qu'il y a une chaîne hiérarchique, c'est très vertical tout ça. Hein, d'accord, il y a le chef, ensuite il y a le chef du chef, il y a le chef du chef. En gros, globalement, hein, dans notre administration, avant que un collègue lambda, un chargé de mission lambda, touche un préfet, remonte au préfet, il y a au moins 6 ou 7 niveaux hiérarchiques. Donc déjà, il y a une temporalité, ne serait-ce que dans le parapheur qu'on met à la signature, qui remonte. Il faut qu'il remonte 6 ou 7 étages, hein, qu'il soit visé par 6 ou 7 personnes. C'est bien comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Hein. Le parapheur que l'on met à la signature, ça met 6 ou 7 étages avant de remonter. Donc déjà, il y a un temps qui s'écoule. Voilà, il y a un temps qui s'écoule. Mais dans le contenu de ce que vous écrivez... Et dans le contenu, les décisions, la majorité des décisions qui sont prises, et c'est là que je voudrais revenir sur la question vraiment liminaire, c'est dans peut-on piloter le pouvoir. Vous savez bien que Francis Bacon a dit « knowledge is power ». La connaissance, c'est le pouvoir. Et le problème, c'est que, en fait, les décisions administratives, elles ne sont pas prises en fonction de la connaissance
Non. Parce que qui veut dire connaissance, qui veut dire un système qui aura intégré des données qui auraient été prises dans un cadre temporel, qui ont été interprétées en termes d'information, et ces interprétations de l'information, on leur a donné leur sens, c'est-à-dire on en fait de la connaissance. Mais ça ne va jamais jusque-là lorsque l'on fait remonter un dossier au préfet. Jamais, on n'a jamais le temps d'aller jusqu'à la connaissance. On s'arrête bien souvent, voire à la donnée. La donnée, c'est quoi? C'est étude d'impact. Il y avait telle espèce, hein, même pas leur abondance, hein, juste il y avait telle espèce à tel endroit au moment où on a fait l'étude d'impact, puis après la ligne TGV, elle passe. C'est juste ça, hein, c'est la donnée, c'est juste ça. C'est une donnée, c'est une donnée d'occurrence, comme on dit, voilà, c'est-à-dire un lieu, une espèce, une date. Voilà, c'est tout. Et le préfet, il prend sa décision là-dessus, il prend sa décision sur des données, de temps en temps sur des informations, mais la connaissance, c'est-à-dire le mécanisme, le lien qui lie un paramètre, un descripteur biotique ou abiotique du milieu ou une pression quelconque à l'objet que l'on mesure, à la dynamique des populations, mais ça, vous le verrez, on ne le voit jamais dans une étude d'impact, ça n'existe pas. Hein. Ça commence à arriver, parce que là, peut-être, ça peut soulever des questions, ça commence à arriver dans des questions très pointues liées, par exemple, au développement des parcs éoliens, où là, on commence, voilà, les dossiers d'études d'impact, mais parce que les services de l'État, ils se sont dit, on ne va pas se contenter de juste cette donnée. Non, il nous en faut plus. Il faut qu'on comprenne pourquoi les chauves-souris en particulier sont impactées par les pales d'éoliennes. Donc il y a vraiment de la connaissance qui a été développée pour comprendre. Et cette fois, les prescriptions qui sont prises dans les arrêtés, donc c'est des arrêtés au titre des installations classées pour l'environnement, ICPE, eh bien, ces éoliennes, on les bride, on les déplace s'il faut, etc., en fonction de la connaissance. Mais je parle bien de connaissance cette fois, pas de données, pas d'informations, de la vraie connaissance, celle qui fait le lien entre, en gros, un processus, quoi, hein, entre ce qui est impacté et ce que l'on peut réduire. Je vais me faire l'avocat du diable. Ça demande du temps, et vous vous rendez compte? Déjà, donc nous, il nous faut 7 étages pour remonter. Alors voilà. Ensuite, il nous faut, si on voulait vraiment bien prendre la bonne décision, c'est là qu'on va passer à l'action, c'est-à-dire au pilotage. L'action, c'est du temps pour la connaissance. Pour acquérir la connaissance. Ah, vous savez tous, vous travaillez tous dans des labos de recherche, c'est du temps. Voilà. Et ça, le préfet n'a pas le temps. Voilà, alors est-ce que intégrer cette... Je ne vais pas monopoliser la parole. Non, mais... Et donc, ce qui vient juste après, c'est que simplement, si on commencer par penser avec les territoires, penser par les territoires, on ferait des choses peut-être pas plus vite, mais voilà, il y a quelque chose en lien avec la temporalité. Qu'est-ce que vous voulez dire par penser avec les territoires? Peut-être que là aussi, Éric Brûat pourrait nous éclairer, parce que c'est un peu son métier. Simple. Penser par les territoires, c'est-à-dire en fait se faire envahir par les territoires, se faire posséder par les territoires, se faire capter par, bien sûr, nos activités, mais l'impact que l'on a avec les autres non-humains. Voilà, pour reprendre la formule de François Sarrazin, c'est ça, c'est comment on fait venir à la table, dans un territoire donné, les autres vivants, pour prendre la décision. Ça, évidemment, je ne peux pas l'écrire dans une note au préfet, c'est pas possible. Hein. Ça, je ne suis pas sûr que ça passe, oui. Voilà. Mais votre solution pour vous, si vous pouviez l'écrire au préfet, vous lui écririez quoi sur les modalités pratiques pour faire venir à la table les autres? Alors déjà, pour gagner du temps, en fait, il faudrait redépiler l'ensemble de l'organisation de l'État. Oui. Il faudrait, oui, c'est un gros chantier. Oui, en mesure, oui. Redépiler, et c'est-à-dire prendre les compétences et les mettre ensemble sur un territoire pendant 3-4 ans. C'est-à-dire prendre des chargés de mission compétents sur la thématique eau, la thématique biodiversité, la thématique du paysage, hein, parce qu'on a des travail sur les sites classés, sur les grands sites de France, etc. Les compétences sur l'eau, les compétences sur l'énergie, mais les mettre ensemble, voilà, sur un territoire. Et déjà, ça irait beaucoup plus vite, parce que je ne vous ai même pas parlé de la question du cloisonnement des services. Hein. C'est trop long. Mais ça, c'est un autre sujet. Là-dessus, j'ai très envie d'entendre, pardonnez-moi, mais la réponse d'Éric Brûat. Est-ce que ce qu'est en train de décrire Damien Marrage, c'est une illustration d'une autre vie savante ici? Un peu, oui. J'allais le dire. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. Alors, on n'a pas l'autorité, nous, de l'État. Donc, on essaye d'ailleurs de faire des propositions en ce moment de réforme pour que les parcs soient encore un peu plus outillés, pour que la décision se rapproche de plus en plus du terrain.
Donc ça pourrait d'ailleurs être tout à fait intéressant, ce type d'expérimentation à l'échelle d'un parc. Mais en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. Ouais. On essaye en tout cas de construire le projet au plus proche du terrain, avec les acteurs du terrain et de les impliquer. Alors, les fois, je doute qu'on soit capable, dans le cadre d'une autorisation administrative autorisant, je ne sais pas moi, l'extension d'une zone d'activité ou une infrastructure autoroutière, je doute de notre capacité à organiser un débat où on donnerait la parole aux plantes, etc. On y arrivera peut-être un jour. Nous, on l'a fait à plus grande échelle pour le lynx, par exemple. On avait monté un parlement du lynx pour que ce sujet soit discuté dans une instance très collective. Et on a fait des jeux de rôle dans lesquels le lynx avait aussi un rôle. Et du coup, c'était parfois l'agriculteur qui était obligé de se mettre dans... C'est pas miraculeux, mais c'est assez intéressant comme jeu de rôle. Bref, je voulais pas en venir là. Je voulais juste réagir par rapport, à la question de temporalité. Je pense que s'il y a bien... En fait, la question de temporalité, aujourd'hui, qui c'est qui peut se permettre de l'appréhender, de l'intégrer dans son choix de gestion? C'est l'écologue dans les milieux naturels protégés. Et après, c'est le forestier. Je trouve que là, pour le coup, la forêt, c'est un environnement extrêmement intéressant pour discuter de cette relation qu'on construit avec la nature. Parce qu'un forestier, l'administration forestière a fêté ses 50 ans, je crois, il y a 2 ans ou 1 an, quelque chose comme ça. Vous vous rendez compte, 50 ans, c'est même pas des adolescents pour une forêt. Un forestier... L'administration forestière n'a pas encore vécu un cycle, ou n'a pas l'âge d'un cycle forestier. Enfin, encore très très loin. L'ONF, mais... Non, mais après, le sylviculteur moderne, on va dire, l'ONF, l'institution quand même très présente en France, la première institution forestière, et qui a en son sein les métiers de sylviculteur, n'a pas l'âge d'un cycle forestier. Et ils nous le disent d'ailleurs, parfois, on a du mal, parce que nous, la temporalité, c'est un sujet qu'on est obligé d'intégrer quand on fait des choix. On est obligé de se projeter à 100 ans, 150, 200 ans. Et on a du mal avec ça, parce qu'on n'a même pas nous-mêmes le recul en tant que professionnels sur l'impact de ces choix de gestion. Je voulais juste revenir sur un autre sujet. On discute beaucoup là des autorisations, des mesures compensatoires, et on a dit qu'on est à la fin d'un système. Moi, je pense qu'on n'est pas à la fin, on est en fait en plein dans une transition. Et souvent, les transitions sont pleines d'incertitudes. Et c'est ce qui nous donne ce sentiment un peu de... Comment dire, on est un peu peut-être catastrophiste, parce qu'on voit cette espèce de difficulté à réembrayer sur quelque chose de neuf, qu'on ne sent pas réellement venir, alors qu'on voit que la faim qui est en train de mourir, elle ne satisfait plus. Alors, pour moi, les autorisations administratives et les mesures compensatoires, c'est le reflet, mais c'est le parfait reflet de la fin du système. Mais du système qui a été évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire une nature figée, tout va bien, tout est parfait, on a l'endroit où on construit, on a l'endroit où il y a la nature, quand on construit, on mange un peu de la nature, et on se demande si ça a un impact, on le compense, etc. Mais voilà, tout va bien, parce qu'il continue à y avoir de la nature en grande quantité, il y a des champs, il y a des prairies, il y a des forêts, etc. Ça, c'est le monde tel qu'on le voyait il y a 40, 50 ans, quoi. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça ne marche pas. C'est-à-dire que, je dirais même, sans vouloir choquer, que l'aménagement du territoire n'est pas le premier facteur d'érosion de la biodiversité. C'est-à-dire que c'est même plus là le vrai problème. Le vrai problème, c'est, dans ce qu'on pensait être de la nature, on n'a plus de nature, enfin, on n'a plus la nature qu'on imaginait. Aujourd'hui, quand même, le premier facteur d'érosion de la nature, c'est l'agriculture. Et le préfet, il n'a aucun impact sur l'agriculture. Demain, si vous êtes agriculteur, vous labourez un champ, vous n'allez pas demander une autorisation au préfet. Donc relativiser aussi tout ça, quoi. C'est-à-dire que le choc actuel, il est surtout dans le fait que ça ne marche pas. Cette idée qu'on avait, il y a l'homme, il y a la nature, on essaie d'en consommer un peu moins, ça ira. Non, ça ne marche pas, ça ne suffit pas. Donc, du coup, le nouveau modèle, il est basé sur quoi? Sur la société. Jusqu'où elle veut aller, qu'est-ce qu'elle est capable d'accepter comme compromis, comme concession, pour faire entrer la nature. Alors là, je ne veux même pas aller sur, moi, une grande inquiétude que j'ai, c'est une société hyper urbaine qui va discuter à l'avenir de la place de la nature, alors que la nature, elle est à la campagne, sous-représentée dans ce débat. Bon, bref, moi, je m'inquiète aussi un peu pour ça, débat végétarien, véganisme, etc., on pourrait en parler longtemps, hein. Mais imaginons, en tout cas, c'est quand même là-dessus que ça va se jouer, donc il y a un côté très politique des choses. Est-ce que la société veut ce changement? Et du coup, si elle le veut, quel modèle économique derrière? Parce que finalement, c'est ça. Je veux dire, tout est lié à l'économie. Moi, je veux quand même vous donner quelques lueurs d'espoir, parce qu'on a quand même des magnifiques exemples aujourd'hui. Moi, mon parc, par exemple, on a fait une monographie au moment de la révision de la charte. Toutes les espèces sur notre territoire étaient au vert, toutes. C'est-à-dire qu'on progressait sur quasiment tout le cortège d'espèces du territoire, ce qui est complètement contraire aux trajectoires nationales et internationales. Mais on est un parc forestier, et du coup, l'administration forestière avait, ces dernières années, fait beaucoup d'efforts pour intégrer les enjeux de nature dans la gestion sylvicole.
Ce qui baissait, c'était les oiseaux au milieu agricole, c'était les batraciens, etc. Mais là, on pense qu'il y a des effets changement climatique, etc. Mais sinon, toutes les espèces, on y gagnait. Donc il y a quand même aujourd'hui des exemples, en dehors des zones de tension que vous décrivez, que j'entends et que je comprends. Il y a aussi des grandes réussites. Elles ne sont pas forcément très médiatisées, mais il y en a. Il y en a en forêt, il y en a en agriculture. Il y a quand même sur nos territoires des jeunes qui s'installent. Mais moi, j'ai vu des bergers s'installer et qui se baladaient, aller voir leur troupeau avec des jumelles, quoi. Enfin, je ne sais pas si vous voyez, lui, il allait voir les rapaces pendant qu'il allait, qu'il allait au travail, quoi. Donc on voit aussi ce genre d'histoire, et ne croyez pas que c'est anodin, c'est en train de se multiplier. Le problème, c'est sûr qu'en masse et en statistique, aujourd'hui, ça ne fait pas encore totalement la balance, mais moi, je suis persuadé qu'on est peut-être dans cette mutation. Et peut-être qu'on va vivre en matière d'écologie ce qu'on a vécu sur les questions sociales il y a maintenant 50, 60 ans, où il y a quand même eu des grosses tensions, où l'employé était vu comme un esclave, en gros, quoi, hein, et finalement, il ne présidait en rien aux destinées de son entreprise. C'était le patron qui décidait, etc. Et puis, quand il n'avait plus besoin de quelqu'un, il s'en séparait, etc. Enfin, on a quand même beaucoup progressé sur les questions sociales. Peut-être que sur les questions d'écologie, c'est ça qu'on est en train de construire. Fanny Guillet, vous vouliez intervenir depuis un petit moment. Oui, je voulais aussi intervenir sur la question de la temporalité que je trouve aussi importante et très intéressante. En fait, on peut voir les espaces naturels et la conservation comme ce qui n'a pas encore été détruit. Et donc, il y a une question de tenir dans le temps, en fait. Une zone naturelle dans un PLU, en gros, c'est de la réserve foncière pour le PLU d'après. Donc, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme instrument aujourd'hui pour gérer du temps long? On en a, ça s'appelle des espaces protégés, il y a différents statuts. Et le problème que je vois aujourd'hui, c'est un relatif abandon par l'État de ce type d'instruments, au profit donc d'instruments plus comme qui ont été évoqués, de la séquence ERC, les études d'impact, etc., qui sont plus au coup par coup, beaucoup plus déstructurés, beaucoup moins cohérents d'un point de vue de la conservation de la biodiversité. Et c'est un gros souci dans le sens où, enfin là, c'était vraiment des instruments de temps long qui permettaient, ce que tu dis, Damien, de faire revenir le territoire, de faire parler le territoire, de construire ensemble. Il y a eu la belle époque de Natura 2000, et si on interroge des agents qui comportaient cette politique-là, ça a été des 5 ans, 7 ans, 10 ans pour construire des choses dans les territoires, et les PNR, c'est ça aussi. C'est vraiment du temps long, et le rôle de ces structures-là, c'est justement d'animer, d'assurer qu'il y ait le débat, qu'il y ait de la délibération publique, d'accompagner en fait le territoire pour que les enjeux existent. Et c'est cet abandon de ces politiques-là qui est dramatique, parce que en fait, toutes les politiques type ERC, études d'impact, c'est que de la procédure avec des cases à cocher, où il n'y a plus d'animation, plus d'ingénierie territoriale, et c'est vraiment dramatique en fait pour tout ce qu'on dit là, de recréer du commun, recréer de l'intendance. C'est juste l'inverse en fait qui se passe. Alors, Henri Olagnon, vous aviez demandé la parole aussi? Non. Et puis on va aller prendre les remarques circonstanciées, on va dire, et argumentées qui nous arrivent. Oui, dans ce qui vient d'être dit, si vous voulez, on voit qu'il y a quelque chose, il y a une sorte de socle qu'on peut apprendre en termes d'écologie politique, c'est qu'il y a des boîtes publiques et privées d'action dans lesquelles sont des acteurs. Et ils décident avec leur logique. Et il y a des effets mimétiques qui font que chacune de ces boîtes est conservée. Chacun conserve la boîte de l'autre parce que c'est notre sécurité. Et aujourd'hui, c'est ce modèle derrière tout préfet, c'est cette logique de boîte qui se propage derrière chaque décision. Ce qui fait qu'on a dans certains marais, vous avez une boîte pour des canards et une boîte pour du maïs. Alors qu'avant, tout ça se mariait. Donc, en fait, moi, mon idée, alors je parle à titre personnel, c'est que je n'ai pas envie de foutre en l'air l'œuvre universaliste que l'homme s'est construit depuis 40 siècles et beaucoup plus de siècles. Par contre, il n'y a aucune raison qu'on la conserve dans sa forme actuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a un problème écologique, il traverse ces boîtes et en fait, il est confronté à lui-même. Est-ce que cette dimension-là tient la route par rapport au projet économique? Et en fait, c'est face à face. Or, pour moi, ce n'est pas intelligent, ça.
Moi, dans les audits que nous avons faits, et nous en avons fait un certain nombre, maintenant c'est plusieurs centaines de jeunes étudiants de l'agro, des vieux briscards, nous on demande aux gens, c'est quoi votre problème? Comment vous en parlez en termes de qualité, de système qualité? Quel diagnostic de l'action engagée faites-vous? Quelle prospective avez-vous de l'évolution des problèmes et des réponses? Et quelle est votre proposition d'action? Et on croise tout ça. Et on fait surgir aux acteurs qui ont bien voulu être audités ce sur quoi ils sont d'accord. On fait surgir des accords à un autre niveau. Et à ce niveau-là, on commence à rentrer dans un espace où, dans cet espace de dimension, on a des capacités de négocier, de marier, de faire des mayonnaises entre de l'économie, de l'écologie, du politique et tout ça. Et c'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Est-ce que vous êtes en train de dire, les uns et les autres, là, que les structures de nos démocraties, les structures de la démocratie telle que française en tout cas, restons là, sont inadaptées à la situation et aux questions qu'elle devrait avoir à résoudre, et notamment cette question du pilotage de la nature? Pour moi, il est clair que l'ambition française de la Révolution, et je mets les choses clairement, moi ma famille était très mouillée là-dedans, elle a payé très cher, l'ambition française de la Révolution aujourd'hui apparaît très adolescente, dans la mesure où elle véhicule en elle-même un esprit qu'il faut garder, mais une application qu'il faut revisiter. On a construit notre univers, notre espace universaliste, qui est une richesse pour l'humanité, sur un oubli de tout ce qui n'y rentrait pas dedans. Et moi j'ai observé des politiques publiques pendant près de 50 ans, et je peux vous tracer tous les évitements qu'on a fait. On a l'agriculture, on l'a laissé courir, puis à un moment, la forêt aussi, puis au moment quand on s'est rendu compte à la fin de en 1827, quelles que soient les couleurs politiques, les gens se sont rendus compte qu'il était impossible de mener un peuplement forestier dans l'univers de boîtes qu'on s'était donné. Donc on a fait le code forestier, où on a dissocié les boîtes et la gestion. Ensuite, il y a eu les immenses inondations dès 1840, où on a envoyé Surel dans la campagne, il est revenu en disant c'est à cause de la déforestation qu'il y a sur 28 départements des catastrophes phénoménales. Donc qu'est-ce qu'on a dit? La solution, c'est le reboisement. Alors au début, c'était le reboisement, comme ça, sec. Et ils sont allés, ils ont heurté les propriétés. Ils sont repartis avec du plomb dans le derrière. Et on a éteint la politique, elle s'est tassée. La République a repris la politique forestière en disant on va agir dans la propriété. Et on va acheter les terrains, et on va donner du fric. On va rentrer tout à fait dans le mode dont je vous parlais, mono et biacteur. Et puis, moi, je suis intervenu à un moment donné où De Crécy me dit aujourd'hui, la politique RTM, elle a 100 ans, mais elle est en train de se casser la gueule. Pourquoi? Parce qu'il y avait plein de réalités montagnardes qui ne rentraient pas là-dedans, et qui étaient des réalités dans lesquelles il y avait des risques blancs. Il y avait des nouvelles activités, il y avait de nouveaux enjeux, de nouveaux acteurs. Et quand les forestiers intervenaient, ils n'écoutaient personne. Ils avaient des mots du monde rural du siècle dernier qui faisaient fuir tout le monde. Ils disaient aux gens, dégagez que je m'y mette. Les autres, ils ne sauraient pas. Non, je ne vais pas vous demander de gérer mes risques. Et ici, ils disaient quelque chose. Ils avaient une approche mono-acteur, on va gérer tout ça. Ou là, on ne va pas le gérer. Ils étaient complètement incompréhensibles en termes d'écologie de l'action. Eh bien, on a essayé de voir avec tout le monde, la société, quelle était la compréhension. Si vous voulez, c'est pas seulement de la connaissance, il faut de la connaissance, absolument une connaissance fiable. Mais il y a plusieurs formes de connaissances qu'il faut réunir. Il y a celle du paysan. Moi, je me souviens, discutant à la côte 725, non, de 1215, dans une vallée de montagne, j'avais un forestier, un YF et un maire qui est agriculteur. Et on arrive à une chapelle qui était, si vous voulez, ces chapelles que les gens édifiaient sur le bout de la coulée des... Donc, c'est important de regarder ça dans le paysage. Et je vois l'YF qui me dit, tiens, t'as vu, c'est la côte 1200, c'est la côte de 1215. Je vois le maire, il sort un papier dégueulasse, il l'ouvre et dit, mais c'est chez le Mathieu, ça. Et il ne se parlait pas. Je dis, on ne pourrait pas mettre les deux cartes l'une sur l'autre. Vous voyez, c'est ça, la carte n'est pas le territoire, le nom n'est pas la chose nommée. Et le premier problème, c'est qu'il n'y a pas si vous voulez, il y a un enjeu. Et je dirais qu'il y a tout un tas de pistes là-dedans. Mais je vais m'arrêter sur un point. Vous avez parlé d'économie. Le mur de l'économie, c'est la confiance. Le jour où le préfet ne suscite plus la confiance, l'économie ne le connaît plus, ne l'écoute plus. Et on le voit dans les crises, quand il y a une crise de confiance, que les élus se tirent, ne veulent pas écouter le préfet. Il y a tout un tas de signes dans un territoire où l'État où il y a du retrait.
Eh bien, il y a aujourd'hui à reconstruire la confiance. L'État, moi je pense qu'il y a une fonction de facilitation qui est à mettre dans nos pays. L'État a un rôle spécifique pour que cette facilitation émerge, mais après c'est tous des rapports de confiance qui sont en jeu, sur lesquels on peut parler, mais c'est peut-être pas lui maintenant. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, on peut sauver la nature en mettant la nature dans un contexte éco-socio-systémique, passionnel, tout ce qu'on veut, mais que les gens puissent dire quelle est la nature que j'ai envie de prendre en charge. Et si l'autre me dit, ben moi j'ai envie, c'est pas tout à fait comme ça que je voudrais le faire, est-ce qu'on peut négocier? Moi je pense que oui. On doit discuter des œuvres. Quelle est l'œuvre que nous voulons faire ensemble? Ok, alors on va prendre une première volée de remarques. Alors il y a une personne qui nous dit qu'elle intervient à titre personnel, donc je ne vous dirai pas son nom, mais elle travaille dans un grand ministère, et elle réagissait aux propos de Damien Marrage. Oui, c'est ça la réalité quotidienne des services environnement de l'État. La nature n'a quasiment aucun poids dans les décisions, sauf si on démontre qu'elle nous offre des services. Question par exemple de l'intégration dans la comptabilité publique. Si les décrets et décisions prises ne sont pas à la hauteur, c'est que les propositions un peu progressistes sont battues en brèche par des oppositions très fortes des acteurs agricoles, urbains, des transports, dont les ministères portant ces sujets, représentant des intérêts économiques avec des arbitrages qui le plus souvent lâchent les intérêts environnementaux, que ce soit au niveau national, Premier ministre, ou régional, départemental, préfet ou collectivité. Malgré les lois et décrets et plans nationaux, l'autorité environnementale, etc., et aussi l'augmentation de la connaissance, la situation s'aggrave sans arrêt. Confère aussi le peu de poursuites judiciaires et le nombre de classements sans suite, suite à des délits environnementaux, parce qu'il y a des affaires plus sérieuses. Comme l'a dit Damien Marrage, les mesures compensatoires sont très en dessous des besoins. Notamment, on n'aide pas à faire comprendre que la destruction ne peut pas être réparée, alors qu'il faudrait pouvoir arrêter de détruire. Mais ceci ne peut même pas être envisagé. Un moratoire à la destruction des espaces compte tenu de la gravité de la situation, ce n'est pas envisageable. Le problème est qu'on n'arrive pas à piloter correctement l'action humaine destructrice. Et en effet, la question est comment changer le paradigme dans les esprits, notamment, pas seulement, dans les grands corps de l'État. Vous l'avez évoqué, Nathalie Frascaria, qui voit ces questions comme secondaires, voire pas sérieuses, voire confère le positionnement de Bercy, dans les esprits des élus territoriaux, dans les programmes scolaires. L'éducation, ça n'arrête pas de bouger, l'éducation nationale ne portant pas non plus ces enjeux à la hauteur qu'il mérite, faire découvrir le vivant et sa richesse, et arrêter de penser que l'intérêt pour ces questions est lié à l'enfantillage, car, comme le dit Aurélien Barraud, les gens sérieux ne sont pas ce qu'on croit. Alors, il y a beaucoup là-dedans. Damien, ouais. Oui, eh ben, moi j'ai une partie de réponse, c'est que, vous savez, on a voté il n'y a pas très longtemps les lois de finances, comme tous les ans, hein, voilà, le budget qui arrive au Parlement. Et nos ministres, voilà, les ministres des Finances, parlent du ministère en charge de l'environnement comme on mène une politique publique. C'est une politique publique. Donc on y met des moyens. Oui, ils sont même supérieurs un peu d'année en année, et c'est des moyens. Mais ce n'est pas un service public. Le ministère en charge de l'environnement, la nature, ce n'est pas un service public. C'est une politique publique. Et donc, c'est vraiment complètement différent dans l'esprit du législateur et du gestionnaire des moyens. Lui, il met en œuvre une politique, mais ce n'est pas un service public, à la différence de la justice, d'autres services publics. Mais la question de l'environnement, ce n'est pas porté comme un service public. Est-ce que ça veut dire que oui. Ça pose clairement la question, mais alors, du coup, quand on parle d'intérêt général, quand on parle d'intérêt public majeur, quand on parle... on ne rend pas service à la nation en évitant de détruire tel ou tel... Eh ben non. Est-ce que vous êtes en train on y affecte des moyens, c'est-à-dire on est dans cette logique où, mais c'est pas grave, on va payer. Donc on est dans cette erreur, mais axiomatique fondamentale de la durabilité faible. On n'en sort pas, on en crève de ça. On n'est pas dans une position axiomatique de durabilité forte où on dit une bonne fois pour toutes et pour toujours, non, on ne peut pas recréer la nature. Ça serait, on serait des dieux. Enfin voilà, je veux dire, on sait très bien piloter les processus physiques
aux échelles moléculaires, on maîtrise la fission nucléaire, on va peut-être un jour maîtriser la fusion nucléaire, je ne sais pas, mais on maîtrise des processus physiques très pointus, parfait. On maîtrise des systèmes, des processus biologiques très pointus. On en va même jusqu'à, avec CRISPR-Cas9, les ciseaux moléculaires, on peut vraiment cette fois bidouiller dans le génome. Donc on maîtrise ça aussi très très bien. Mais ce qu'on n'arrive pas à leur faire comprendre, quand je dis leur, c'est l'autorité publique ou même aux citoyens, voilà, à l'habitant, c'est que en fait, les interactions entre ces processus physiques et écologiques, on ne les maîtrise pas. On n'est pas capable de connaître en tout lieu, en tout temps, la position de chacune des espèces, des flux de matière et d'énergie. On ne sait pas faire, ça nous dépasse. Ça nous dépassera d'ailleurs toujours. Voilà, sinon on serait omniscient, donc si on est omniscient, on devient des dieux. Donc ce n'est pas possible, ce n'est pas entendable, ça dépasse notre entendement. On n'y arrivera jamais. Donc cette je limite reviens sur ma elle-même est durabilité entendable, forte, voilà. faire comprendre une bonne fois pour toutes que la nature, on ne peut pas la recréer. Donc arrêtons de faire des mesures compensatoires qui ne riment à rien. Qui ne compensent rien. Qui compensent rien. Ça, je vous parle en tant que chercheur, pas vraiment en tant que... On ne le répétera pas, oui. Est-ce que, d'ailleurs, c'est juste filmé et diffusé en direct, mais est-ce que ce que vous dites sur la nature n'est pas, ou le ministère de l'écologie administre des politiques publiques et n'est pas un service public, est-ce que je peux le comprendre comme une illustration du propos d'Henri Olagnon sur le caractère adolescent du projet de la Révolution française, c'est-à-dire la justice est un service public parce qu'il y a une déclaration des droits de l'homme qui confère des droits. Or, il n'y a pas un droit, et ça, d'ailleurs, ça peut être un débat qui commence à émerger, mais un droit à l'accès à une nature, et enfin, il faudrait la définir, et pour en faire du droit, il y a encore un petit peu de boulot quand même, mais on voit bien qu'on est sur un projet qui est resté un peu à un stade intermédiaire, un stade, vous avez dit adolescent, quoi. C'est vrai que les politiques publiques, c'est vrai aussi en agriculture, c'est une action de l'État qui, pragmatiquement, montre qu'il n'est pas maître du jeu. Et ça, c'est très important de prendre conscience de ça. Si vous voulez, la justice, elle n'est peut-être pas forcément plus maître du jeu, mais tout le système s'est construit pour qu'on puisse contester ce qu'elle fait. Donc, elle est quelque part opposable sur ses résultats, dans chaque décision. Dans le domaine de la gestion de la nature, il n'y a pas de contrat. Si vous voulez, moi, ce qui me surprend le plus dans les territoires où je suis intervenu, c'est que nulle part, il y a deux choses qui m'ont surpris. C'est que jamais nous nous donnons un projet de qualité, enfin un esprit qualité du territoire. Vous entendez bien, quand je dis un esprit qualité, c'est pour me dégager de toute la boîte à outils administrative. Donc, nulle part, il y a qu'est-ce que c'est que l'esprit qualité de notre territoire. C'est une reconnaissance de ça. Et deuxième point, on a fait peut-être 15 à 20 000 auditions stratégiques en France avec nos élèves ou avec des professionnels. Tout le monde nous dit « je n'ai jamais été écouté comme nous venons de le faire ». Nous sommes une société de la rationalité, on n'est absolument pas une société d'écoute, ça veut dire qu'on n'est pas une société de l'intelligence à plusieurs. C'est ça que ça veut dire. Mais c'est grave ce que je vous dis. Si vous voulez, jusqu'à nous, on a vu, enfin notre génération, pour moi, quand j'étais dans mes montagnes de la Haute-Loire, j'ai vu se casser la figure le paysage de mon enfance pour faire des produits agricoles très denses, un peu plus à l'ouest. J'ai vu aussi professionnellement, on est allé pendant 12 ans dans un village en territoire contaminé en Biélorussie pour voir comment on pouvait... Bon. Eh bien, ce qui me surprend dans ces démarches, si vous voulez, c'est qu'il y a une intelligence multi-acteurs qui est disponible. Elle n'est pas du tout absente. Elle est disponible. Par contre, il y a une confiance entre nous. La démocratie, c'est que nous ne sommes pas citoyens pour voter les lois et sujets pour les appliquer. Nous sommes des micro-macro-acteurs. Nous sommes acteurs locaux d'intérêt général. On est acteur local et acteur universel, chaque citoyen. Et donc, quand on commence à comprendre la science politique en se disant comment sommes-nous micro-macro-acteurs dans chaque situation, eh bien,
des problèmes qui deviennent marginaux, comme la nature vierge, deviennent des problèmes centraux. Vous comprenez? C'est dans la dignité de l'homme qu'on redonne un sens complet à ce qui est aujourd'hui l'objet d'une lutte perdue. Alors, je me fais corriger en direct. Il existe tout de même la charte de l'environnement adoptée en 2005, ayant valeur constitutionnelle et qui dispose que chacun a le droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé. Le problème étant que les juges ne confèrent pas toute la portée de ces dispositions, qui pourraient davantage contraindre l'administration. Ah oui, c'est-à-dire qu'il y a toutes les lois sont d'égale application, mais il y en a qui sont plus applicables que d'autres, quoi. Ok. Alors, on a une remarque d'une étudiante d'AgroParisTech, je ne donnerai pas son nom parce que je ne vais pas balancer quand même. Donc, je ne dirais pas qu'elle s'appelle Hélène. Nous parlions de temporalité. Or, les enfants d'aujourd'hui seront les décideurs pilotes vivants de demain. Pourtant, le système éducatif français actuel ne semble pas adapté. Tout est encore cloisonné entre matières, de la même manière qu'entre les disciplines scientifiques, tous entre guillemets. C'est une simple réflexion, mais notre formatage est beaucoup influencé dans les premières années de la vie. Et si toutes les réflexions de ce colloque étaient abordées de manière adéquate selon l'âge dans des institutions publiques et privées qui portent l'éducation, cela débloquerait peut-être certains verrous qui ont été pointés du doigt. Qui, aujourd'hui, peut faire changer ce système éducatif? Sont-ce des initiatives collectives ou communes en dehors du système, ou bien des gens de l'intérieur? Je pense que les questions que se poseront les futurs humains seront différentes si le patrimoine, entre guillemets, qu'ils découvrent et les interrelations qu'ils développent changent. Éric, voilà. Alors là, tout à fait d'accord avec cette remarque. Et à mon avis, elle est essentielle. On en parle un peu, c'est un peu un genre de serpent de mer, hein, l'éducation. En général, quand il y a une table ronde comme ça, à un moment ou à un autre, on parle des générations futures. Je ne voudrais pas rentrer un peu dans le côté serpent de mer. Mais nous, on a fait une proposition concrète au ministère dans le cadre de la définition de la nouvelle stratégie des aires protégées et qui partait un peu sur le constat que je vous disais tout à l'heure, qui est un peu empirique, mais moi, je pense que si on faisait des études, on ne se tromperait pas beaucoup. On aura beaucoup de choix à faire dans les années à venir qui portent sur les questions de nature et d'écologie. Voilà, ça devient un sujet incontournable, en dehors des sujets très terre-à-terre, de décisions locales, etc. C'est un sujet global de société, ça va devenir un sujet de société extrêmement important. Et on a le sentiment que les enfants de la République, alors peut-être pas les enfants, parce qu'il faut faire attention à l'éducation nationale, elle a le mot d'éducation, mais c'est beaucoup de l'enseignement, donc il y a aussi le bouillonnement local, et les parents, tout l'environnement culturel, etc., dans lesquels les enfants plongent et qui peuvent leur apporter tout un tas de matières pour se forger une libre pensée. Mais on a quand même un peu le sentiment qu'à l'éducation nationale, on n'a pas tout à fait, je trouve, intégré cet enjeu. Et qu'un des risques que nous on craint, c'est une déconnexion entre la volonté d'écologie, la montée en puissance du sentiment d'urgence écologique et le manque de connaissance de ce que représentent les enjeux écologiques sur les territoires. Je m'explique. Je l'ai dit tout à l'heure, la France est urbaine, en grande proportion, les gens qui grandissent en France grandissent en ville. Et il y a une montée de l'écologie urbaine qui est extrêmement intéressante, hein, que nous on entend, etc. Et qu'on a constaté aux élections. Mais je ne suis pas sûr, sans tomber dans la caricature de la baleine, etc., je ne suis pas sûr qu'ils ont conscience que sur le territoire, l'écologie, c'est de l'agriculture, c'est de la gestion forestière, etc. Et du coup, on peut avoir aujourd'hui moi, je ne juge pas les végétariens et les véganes, hein, chacun fait son choix, et puis d'ailleurs, je trouve que c'est très bien qu'il y en ait qui le fassent, mais il faut qu'ils le fassent pour les bonnes raisons. Alors qu'aujourd'hui, on voit... Nous, ce qu'on essaie de protéger dans nos parcs, c'est des agriculteurs. Ce qui essaye de protéger tous les Français, l'image d'Épinal qu'ils ont de la France, c'est des territoires d'élevage. Vous enlevez l'élevage en France, vous n'avez plus du tout la même France. Et voilà, on a le sentiment qu'il va y avoir une déconnexion entre ces grandes montées en puissance de la conscience écologique et de ce que représentent au quotidien les enjeux écologiques sur les territoires. Et ça, pour nous, c'est extrêmement inquiétant. Ça veut dire qu'on a demandé qu'il y ait un vrai programme d'intégration du sujet de l'écologie à l'école. Et en plus, une écologie connectée avec les territoires, c'est-à-dire que les profs ne fassent pas des cours avec l'écologie planétaire, quoi. C'est-à-dire qu'on l'ancre vraiment sur les enjeux très locaux dans l'endroit où vivent les enfants. Deuxième sujet, je pense qu'il faut qu'on ait conscience, enfin on est en train d'essayer de faire en sorte que notre système français donne une place à la nature, égale, je ne sais pas, mais en tout cas suffisamment forte pour être égal à d'autres enjeux économiques, etc.
c'est extrêmement subversif. Enfin, je sais pas. Et du coup, ça va demander une mutation culturelle énorme. Moi, je prends souvent, je ne sais pas si c'est Terrasson qui nous avait mis sur la voie, mais vous prenez le chapitre 1 de la Genèse dans la Bible. Je dis ça, alors ils vont dire où ils vont en venir, mais il faut le relire, ça glace le sang. Hein. C'est-à-dire que Dieu, il crée tout, il crée l'homme, il crée le ciel, la lumière, il crée ensuite la terre, il crée les animaux, et le 6e jour, il crée l'homme. L'homme a son image, et l'homme, son objectif, c'est d'asservir la nature. Et c'est incroyable. Alors, je vous lis quelques passages, je le dis à chaque fois parce que les gens se disent c'est pas possible, c'est pas ça. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les animaux domestiques et sur toute la terre, et sur les reptiles qui rampent sur la terre. Voilà. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. C'est incroyable. À la fin, il finit, la Genèse finit, « Voici ce que je vous donne, toute herbe portant semence à la surface de toute la terre, et tout arbre qui porte un fruit d'arbre ayant semence, ce sera pour votre nourriture, et à tout animal de la terre, et tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant un soi, un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi, et cela, etc. » C'est incroyable. Enfin, je veux dire, on touche quand même à quelque chose. Il faut juste qu'on ait conscience. C'est pas la fin de la Genèse, ça. Il faut tourner la page. Bon, alors je suis un très mauvais chrétien, donc chaque fois je m'arrête là. Moi aussi, je suis un très mauvais chrétien, mais en tournant la page, il y a un changement climatique majeur, qui est un déluge, et il est assigné à l'homme survivant de sauver toutes les espèces. Oui, mais il les sauve pour lui. Il pilote un peu aussi, il pilote un peu la nature, on demande un peu de piloter la nature. Il y a suffisamment de chercheurs qui l'ont décrit, le rapport chrétien à la nature, c'est quand même un rapport d'asservissement. Alors, à l'heure qu'il est, on n'entre pas dans un débat théologique. Non, mais je voulais, en plus, je suis désolé de provoquer ça, parce que c'est absolument pas ce que je voulais provoquer, je voulais presque que ce soit une anecdote, mais qui illustre quelque chose, c'est que on a un rapport à la nature, c'est un rapport d'usage. Et d'ailleurs, ça a été très bien dit quand il fallait prouver et démontrer au préfet que finalement, si on protège la nature, c'est parce qu'elle va nous servir. Alors, voilà, je résume tout. Donc ça veut dire que l'éducation, la culture, ça va être un sujet clé. Il va falloir sortir de ce rapport purement utilitaire de la nature pour pouvoir faire ce que tout le monde ici semble vouloir, c'est-à-dire que la nature puisse se protéger pour elle, et pas forcément pour l'usage qu'on a fait et pour les services qu'elle nous rend. Et alors, ça, c'est un gros challenge. Il nous reste quelques minutes. Je voudrais vous faire part. Alors, tout le monde veut la parole et tout le monde l'aura. Et évidemment, comme toujours, quand il reste quelques minutes, c'est là que les questions vont affluer. Je voudrais quand même vous livrer un peu en vrac, mais les réflexions qui sont arrivées. Gilles Landrieux, qui a longtemps travaillé à Parc National de France, nous écrit pendant mes années au Parc National du Mercantour, comme à Parc National de France, j'ai le sentiment que j'ai très rarement piloté la nature elle-même. Les arbres poussent tout seuls, les chamois ne nous attendent pas pour se reproduire ou occuper certains espaces. En revanche, j'ai tenté de piloter, avec un point d'interrogation entre parenthèses, des humains autour du parc par des actions de police, des actions en justice contre des destructions de nature, par l'instauration de réglementations pour limiter l'action des humains, aménageurs, chasseurs, sylviculteurs, randonneurs, agriculteurs, par le verdissement de certains métiers, la création de la marque Esprit Parc National, par la négociation à la baisse des abattages de loups décidés au niveau national ou préfectoral, par la sensibilisation des acteurs et des scolaires, par le soutien de la recherche scientifique, etc. Aline Treillard nous rappelle qu'en 2016, avec la loi biodiversité, le législateur a défini des nouveaux outils, notamment les obligations réelles environnementales. C'est vrai qu'on a peu évoqué, et hier notamment les ORE. Il s'agit d'un dispositif de pilotage de la nature, mais il est intéressant de noter que cet outil peut conduire à des actions plus larges destinées aux propriétés privées, à des nouvelles formes de pilotage par la définition des servitudes de ne pas faire, la question de l'abstention. Que pensent les intervenants, on n'aura pas le temps de le savoir, de cette nouvelle forme de pilotage qui fait intervenir de nouveaux acteurs pour de nouvelles restrictions des activités humaines ou de nouvelles manières de faire avec la nature. Si quand même vous pouvez évoquer ça, parce que ça me paraît être une question importante et intéressante dans le mot de conclusion que je ne vais pas tarder à vous demander, je pense que ce serait important. Autre question, la trame verte et bleue est-elle une réussite ou un échec? Elle était censée protéger la nature ordinaire au-delà des espèces protégées. Hervé
Coquillard, qui a dirigé longtemps le Seine-Rhône-Alpes, totalement d'accord avec l'inefficacité des propositions de restauration des mesures compensatoires proposées, comme l'a affirmé Damien Marrage. C'est largement dû à l'entretien strictement ciblé des espaces protégés, sans aucune approche fonctionnelle, ce qui nécessiterait de raisonner sur un territoire beaucoup plus large et à l'interface avec l'ensemble des usages et modifications de l'écosystème liés aux aménagements. Alors, il nous reste 5 minutes et vous êtes 5. Je vous laisse conclure dans tous les sens du terme. On va commencer par les dames, ce coup-ci, histoire de ne pas se faire cogner une nouvelle fois. Allons-y. Moi, je voulais revenir sur le chapitre éducation pour répondre un peu. C'est vrai que dans le Grenelle de l'environnement, il avait été inscrit qu'il fallait mettre de l'écologie dans toutes les formations. Bon, on l'attend toujours. Mais dire que quand même, il y a des actions qui se font, notamment Rémi en a participé, puis Jeanne aussi qui est là, sur des projets à l'initiative de personnes, d'essayer de réfléchir à ce que pourraient être des formations interdisciplinaires sur cette question de la transition écologique. Donc ça existe. Et il y a des ouvrages qui vont paraître pour former aussi les gens, parce qu'il faut que les gens soient formés. Mais juste une anecdote personnelle, parce que j'ai la chance de participer à une formation un peu sur ces questions qui est assez interdisciplinaire, qui est transversale auprès des étudiants, qu'ils soient universitaires d'ailleurs ou ingénieurs. C'est extraordinaire ce qu'on arrive à construire avec ces jeunes qui sont en train d'arriver avec plein d'idées, plein d'intentions. Et c'est formidable. Moi, j'en sors à chaque fois à découvrir, à apprendre, parce qu'on est aussi, nous, dans l'apprentissage. C'est formidable. Il y a des choses qui sont en train de se passer et qui sont vraiment... à chaque fois, on en sort avec beaucoup d'émotions, quoi. Donc ça, c'est vraiment... Et la deuxième chose, je voudrais terminer là-dessus, c'est tu parlais de confiance. Moi, je suis interloquée. C'est une anecdote, mais ça m'interpelle. Enfin, ça montre bien tout ce qu'on a dit. Quand le Premier ministre de ce pays, il a besoin de savoir ce qu'est la biodiversité, à qui il s'adresse? Eh bien, à des économistes. C'est dramatique quand même. Alors, il se trouve que c'est un collègue d'AgroParisTech, et donc c'est Jean-Christophe Bureau, oui, qui est venu discuter avec des écologues. Mais je trouve ça... Il n'y a pas de confiance. Ça montre à qui il accorde sa confiance. Il n'y a pas de confiance. Là, quand j'entends de mes étudiants, quand ils sortent d'un master d'écologie, et que pour rentrer dans le monde de l'entreprise, il faut qu'ils fassent une année supplémentaire pour se déformater complètement et devenir de parfaits économistes, je dis non, quoi. Je dis stop. Voilà, je voulais terminer là. Eh bien voilà, c'est une fin véhémente que nous enregistrons comme telle. Henri Olagnon, votre conclusion. Enfin, votre conclusion. D'ailleurs, oui. Juste un truc, je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment répondu à la question peut-on encore piloter la nature? Je pense qu'on aura 0 à notre copie de philo, mais on a fait ce qu'on a pu. Henri Olagnon. Oui, pour moi, on parlait de l'institution publique. Il y a 7 ou 8 niveaux hiérarchiques. Et il n'y a pas de projet qualité de territoire en France. On est dans un nouvel ensemble qui s'appelle l'Europe. On a des problématiques mondiales, mais en tout cas en Europe, il faudrait faire un peu de benchmarking pour savoir comment les autres pays fonctionnent. Ça ne va pas durer très longtemps. Voilà ce que je veux dire pour ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour faire de l'intervention écologique, on en parlait l'autre jour, pour moi, il y a l'écologie naturelle, il y a l'écologie politique et il y a l'écologie de l'action. C'est-à-dire faire en sorte qu'à partir des problèmes de l'action, qu'on mette en place des réponses qui sont meilleures du point de vue de la qualité du vivant et de toutes les qualités nécessaires pour vivre, qui ne sont pas seulement les qualités écologiques. Ça se procédera de chaque acteur là où il est. Dans ce jeu de boîte, chaque acteur peut sortir de sa boîte comme un escargot peut sortir de sa coquille. Et là, il faut pouvoir leur proposer des méthodes d'intervention qui soient des méthodes qui soient juridiquement solides. Donc tout ce qu'on a essayé de faire depuis un certain nombre d'années, c'est de mettre en place des procédures stratégiques standards, contractuelles, très solides. Et quand j'interviens dans un territoire, je dis aux gens du territoire, je ne suis pas responsable de notre territoire. Par contre, je suis responsable des procédures que j'utilise. Et si je merde, vous m'envoyez au tribunal. Et s'il n'y a pas cette rigueur juridique, ça n'existe pas. Voilà. On vous dédie donc la chanson de Tom Paxton, petite boîte très étroite, etc. Fanny Guillet. Oui, donc
Alors, je réponds d'abord rapidement sur les obligations réelles environnementales. Donc, rapide retour de terrain. Donc, c'est très récent comme dispositif, mais pour l'instant, ça ne prend pas beaucoup et en tout cas, ça rate complètement la cible du temps long. C'est-à-dire que les quelques initiatives qui arrivent à peu près à se mettre en place, elles sont dans un esprit très expérimental de on essaie 5 ans pour voir, mais surtout, on ne s'engage pas en fait sur la protection de la nature sur du temps long. Et sinon, donc, puisqu'on a le droit de ne pas répondre à la question, peut-on encore piloter la nature? Moi, déjà, on n'avait pas compris la question, donc si personne n'a compris notre réponse, c'est qu'on a rempli voilà, le contrat. On est bon, et c'est un peu dans le prolongement de ce que dit M. Alanon. C'est plutôt revenir sur un débat qu'il y a eu tout à l'heure autour de la culpabilisation du citoyen, etc. Autour de. En fait, je pense qu'il ne faut vraiment pas confondre culpabilité et responsabilité. Et en fait, il y a un moment où on fait appel à la démocratie, au choix, à la délibération. Il y a un moment où on fait des choix et il faut les assumer, en fait. Et voilà. Enfin, donc, pour moi, l'histoire de la culpabilité, c'est plutôt une histoire de responsabilité. Georgina Dufoy sort de ce corps. Je suis responsable, mais pas coupable. Ouais. Ça... Ouais, puisque vous nous l'aviez demandé, un petit mot aussi sur les ORE. Effectivement, c'est un dispositif qui démarre. Là, il manque encore d'une mesure fiscale pour être vraiment incitatif. Ce que moi je trouve intéressant, parce qu'effectivement, si on est encore à l'expérimentation, les quelques histoires qui sortent quand même, c'est des engagements volontaires de propriétaires privés qui racontent souvent des belles histoires. Et ces belles histoires, enfin, je ne sais pas si c'est un peu la culture parc, mais nous, on les aime bien, ces histoires par exemple, d'un agriculteur qui passe la main et qui a une prairie qu'il adore avec son verger, qui ne veut absolument pas qu'elle disparaisse. Donc, je trouve que c'est quand même des belles histoires. Elles sont d'initiatives privées, donc ça change des outils dont on dispose actuellement, qui sont plutôt sur des terrains propriété publique, etc. Donc voilà, j'espère que ça aura de l'avenir. En tout cas, il manque d'un dispositif fiscal pour l'instant. Je pense que tant qu'on ne l'aura pas, ça aura du mal à embrayer. Moi, je regrette un tout petit peu qu'on ait vraiment focalisé le débat sur la décision publique et sur la décision de l'État, parce que comme j'ai essayé de le dire à plusieurs reprises, je pense qu'en masse, la nature, c'est pas dans ces endroits-là qu'elle, malheureusement, parce que peut-être que l'action de l'État devra un jour porter aussi sur les terrains privés et autres. Et c'est un peu ça que je voulais dire quand je disais il y a eu des grands combats sociaux où on a changé un peu la valeur des choses et finalement on a forcé certains propriétaires privés ou des patrons à l'époque, on dit le patron, à changer son regard sur l'emploi par exemple et sur ses employés. Peut-être que la nature, dans les propriétés privées, demain elle aura un statut plus fort qu'elle ne l'a aujourd'hui, la nature ordinaire, pas la nature protégée. Et ça, c'est un changement qui va prendre du temps. Mais qui passera par de la décision publique, on est d'accord. Et qui, au final, mais alors là, pour le coup, dans un processus, j'espère, complètement démocratique, parce qu'on peut aussi parfois en douter. Alors oui. Y compris chez les écolos. Mais non, il faudra j'espère, en tout cas, un processus pleinement démocratique et qu'il y ait une vraie poussée de la société pour en arriver là. Et j'espère qu'elle sera le plus puissante possible pour éviter les divisions, parce que ça peut arriver aussi. Donc moi, j'ai espoir. Mais il faudra effectivement qu'il y ait des décisions à la fin. Je suis d'accord. Pour revenir sur le projet qualitatif, ils existent, les parcs. Alors vous allez me dire, je vais me tirer la couverture à moi, je ne suis pas du tout venu pour faire la promotion des parcs. Mais là, pour le coup, on a vraiment cette approche-là de la qualité du territoire. C'est même ce qui fonde à l'origine la création d'un parc naturel régional. Alors vous allez me dire, mais pourquoi vous n'y arrivez pas? Déjà, on y arrive, je pense mieux que quand il n'y en a pas. Mais pourquoi après, on n'y arrive pas tout au bout du bout? Mais exactement pour la raison que je vous explique là. C'est que nous, notre vocation, c'est pas d'agir sur le sol directement, de dire ici il n'y aura pas d'usine, ici il n'y aura pas. C'est d'agir dans la tête de ceux qui agissent sur le sol. Donc finalement, c'est très invisible. Enfin, disons, c'est pas très spectaculaire, quoi. C'est long, c'est compliqué, mais c'est notre avenir. Il n'y en a pas d'autre. Si demain on veut massifier la prise en compte des enjeux de biodiversité dans notre vie quotidienne, on n'a pas d'autre choix que celui-là. Voilà. Damien Marrage. Avec le micro. Voilà. Donc moi, en un paragraphe, en une phrase et en un mot, pour conclure, je pense que voilà, je vais quand même répondre à la question, peut-on piloter la nature? Pour moi, c'est un fantasme d'ingénieur. C'est un fantasme d'ingénieur, je vous l'ai expliqué tout à l'heure pourquoi. C'est un fantasme d'ingénieur. Simplement, dans le pilotage de la nature, il y a ce qu'on y met et les interactions qu'on y met et qu'on en retire. C'est tout ce qu'on peut faire. Il y a une très belle formule de Jacques Vestoby, qui était un des responsables de la forêt à la FAO, qui disait « La question de la forêt, ce n'est pas une question d'arbre, c'est une question d'homme. » Voilà. Et puis une autre phrase, c'est que la nature échappe au contrôle des hommes me réjouit. Ça, c'est Lao Tse. Et puis en un mot, je dirais simplement, piloter la nature, non. Simplement s'incliner de temps en temps
rendre les choses moins orthogonales qu'elles ne sont actuellement entre nos actions et les processus dynamiques, sociodynamiques, qui sont relativement orthogonaux, et donc simplement s'incliner de temps en temps, porter ce regard, respecter, ça sera déjà beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on n'a pas vraiment répondu clairement à la question, mais on a cité Lao Tzu, c'est quand même pas mal. Pour faire la transition avec la séquence suivante, je vous livre deux remarques qui viennent d'arriver. Ça ne va pas vous plaire, Éric Brua. Enfin, la première aussi, c'est Gilles Landrieux. Oui, il faut parler à l'école d'écologie planétaire avant de parler d'écologie locale, car l'empreinte de nos systèmes de consommation est plus lourde à l'extérieur de notre pays, huile de palme, soja et viande sud-américaine, déforestation, etc., déforestation importée, que sur le territoire. Et ce qui ne va pas vous plaire, c'est, parce que c'est à vous que ça s'adresse, s'il vous plaît, pas d'urbain et de végétarien bashing. La plupart des végétariens le sont pour de bonnes raisons. Celle théorisée par Singer dans les années 70, les végétariens prennent en grande majorité une égale prise en compte des intérêts des êtres vivants non humains et des humains. Ils sont convaincus que nos rapports aux animaux sont le reflet de nos rapports à nous-mêmes, et la maltraitance envers eux dans l'élevage industriel notamment est bien souvent un signe avant-coureur de la violence envers les humains, notamment les plus faibles. La lutte pour les droits des animaux est également la lutte pour la reconstruction du monde social, et c'est en cela que leur action est pertinente à l'heure où on parle d'un changement de paradigme impératif pour construire un nouvel âge du vivant. Il ne sera pas dit que nous aurons censuré cette réaction véhémente à votre propos. Pas du tout, et... ça me plaît beaucoup, ça illustre beaucoup ce que je viens de dire en plus. Je vous remercie. Donc merci à Théo d'AgroParisTech.